toutes les données que j'utilise là sont aussi des données que vous retrouvez en ligne sur le site parcoursup.gouv.fr. Il y a un espace ressources à partir duquel vous pouvez évidemment tout retrouver, tous ces éléments-là. Et puis, il y a beaucoup de petites vidéos, de petits tutos qui viennent décliner ce que j'ai pu vous dire. Je ferai des pauses pendant l'échange de manière à ce qu'on puisse prendre des questions au fil de l'eau, que vous n'ayez pas à lever le doigt pendant tout le long. Donc voilà, écoutez, je vous propose qu'on démarre. D'abord, c'est sur cette diapo, je le dis toujours, Parcoursup, il y a un objectif de simplification des démarches, une seule procédure, un seul dossier, un seul calendrier. C'est ça, finalement, le gain majeur que vous propose Parcoursup. Alors, un petit retour si on passe sur la slide suivante. D'abord, pour se rappeler, dans la continuité de l'échange que nous avons eu au mois de décembre tous ensemble, se rappeler, donc, nous sommes sur les formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Je rappelle deux types de formations, les formations sous statut étudiant et les formations en apprentissage. Parmi les formations sous statut étudiant, certaines sont dites non sélectives. Ce sont les différentes formations de licence, ce sont les parcours préparatoires au professorat des écoles, les PPPE et les parcours d'accès aux études de santé, les PASS. Et puis les autres formations sont dites sélectives. On y retrouve beaucoup de formations que vous connaissez, les classes préparatoires BTS, IUT, école de management d'ingénieurs ou de commerce et institut d'études politiques, et puis toutes les formations interministérielles, que ce soit celle, école vétérinaire, formation métier de la culture, architecture, sport. Tout cela fait un ensemble de 24 000 formations. On a aussi des formations sous statut d'apprenti, formations en alternance, et dans les formations en alternance, pour le préciser, il y en a de l'ordre de 10 000 en apprentissage sur la plateforme. Pour l'essentiel des BTS, des IUT, quelques mentions complémentaires aussi, et titres professionnels. Être un apprenti, c'est à la fois être un étudiant, mais c'est aussi être un salarié auprès d'un employeur, que ce soit une entreprise privée ou un service public. Et puis, c'est alterner la formation pratique chez cet employeur avec la formation théorique dans l'établissement de formation qui s'appelle en l'occurrence un centre de formation d'apprentis. Il faut bien se rendre compte que dans un même établissement, vous pouvez préparer un BTS. Je vais donner un exemple, par exemple, BTS Management d'unité commerciale, le MUC. Eh bien, vous pouvez le préparer dans le même lycée, soit en prenant une formation sous statut étudiant, vous avez 100% de votre formation académique, soit vous avez une formation en apprentissage qui va alterner entre l'académique et le pratique. À la fin, vous aurez bien le même diplôme. Je crois que c'est ça qui est important à retenir. Au bout de 2 ans, vous passez le diplôme de BTS MUC. Par contre, évidemment, celui qui aura fait son BTS en alternance a sans doute un plus pour trouver un travail en fin de formation parce qu'il aura déjà mis le pied à l'étrier de l'emploi en quelque sorte. L'apprenti doit donc signer un contrat d'apprentissage et les établissements, centres de formation d'apprentis qui sont sur la plateforme ont une mission, c'est d'accompagner les candidats pour trouver un employeur parce qu'évidemment, c'est important. Vous pouvez retrouver sur le site parcoursup.gouv.fr, il y a un espace Trouver une formation, toute une rubrique que nous avons faite pour donner des conseils pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage. Passons tout de suite à l'aspect je recherche une formation sur Parcoursup parce qu'on est en plein dans cette période-là de recherche des formations, de formulation des vœux, qui est une période évidemment importante. Alors d'abord, vous le voyez dans la petite photographie, rechercher une formation, c'est ce service de la carte des formations que l'on a sur Parcoursup. On peut y accéder de deux manières. Soit vous n'êtes pas encore inscrit sur Parcoursup et vous pouvez y aller directement en accès libre, en quelque sorte, pour naviguer dans la formation. Soit vous avez déjà votre compte candidat de Parcoursup 2025 et vous faites finalement cette recherche depuis votre dossier candidat. Ça a un intérêt, je le dis. L'intérêt, c'est que ça vous permet que toutes les données qui vont vous afficher sont contextualisées à votre profil. Je donne l'exemple très concret. Vous êtes un bachelier technologique, vous avez fait le lycée technologique, vous êtes en terminale technologique. Eh bien, quand vous allez consulter des données, par exemple, sur les IUT, les données vont être contextualisées au fait que vous êtes un lycéen technologique et donc vous verrez des données spécifiques qui montreront les priorités qui sont données pour l'accès de ces lycéens-là
par exemple aux formations des bachelors universitaires de technologie. Lorsque vous naviguez dans la carte de formation, eh bien, vous utilisez des mots-clés, il y a une zone géographique, il y a des filtres que vous retrouvez sur la gauche. Je pense notamment des filtres en fonction des types de filières de formation, mais il y a aussi des filtres, est-ce que je suis intéressé uniquement par les formations publiques, privées? Il y a un filtre sur les aménagements spécifiques importants. Quelles sont les formations qui ont des aménagements pour le handicap, pour les sportifs de haut niveau? Quelles sont les formations qui ont des internats? Quelles sont les formations qui font de l'enseignement à distance? Voilà, vous pouvez utiliser ces filtres qui sont sur la gauche de la carte des formations. Lorsque vous identifiez une formation, vous avez un premier niveau d'information qui est affiché à travers l'encart, et puis j'y reste là pour donner deux, trois informations. Dans ce premier niveau d'information, vous voyez, vous avez à la fois le statut de l'établissement, son nom, le diplôme préparé, vous avez le nombre de places qui s'affichent, et puis, évidemment, quand vous ferez cliquer, voir la formation, je passerai à la slide suivante, un premier niveau d'information à travers la carte d'identité de la formation. Vous voyez, c'est transversal, dans lequel vous retrouvez des informations importantes. Et notamment, je dis, quelle est la nature du contrôle de l'État sur le diplôme? Là, vous voyez qu'il y a un petit macaron, diplôme d'État contrôlé. Vous voyez si c'est une formation sélective ou non sélective. Vous voyez si le nombre de places dans cette formation. Vous voyez si cette formation est éligible à accéder aux bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur ou pas. Je crois que c'est là aussi, c'est important. Donc, on essaye dans ce visuel-là de vous donner le maximum d'informations importantes. Et puis ensuite, vous le voyez, il y a 6 rubriques qui sont juste en dessous de la carte d'identité, le bandeau transversal. Voilà, merci. 6 rubriques qui sont toujours les mêmes sur Parcoursup. Ça va de découvrir la formation et ses caractéristiques, qui sont des éléments de présentation générale, de contenu des enseignements, avec souvent un lien qui vous permet d'aller détailler sur le site de l'établissement lui-même. Vous avez une rubrique, j'y reviendrai après, comprendre les critères d'analyse des candidatures. Vous avez une rubrique, consulter les modalités de candidature, j'y reviendrai également. Et puis, une rubrique très importante, visualiser les chiffres d'accès à la formation, sur lequel je vais m'attarder tout à l'heure. Un dernier mot sur la rubrique qui est la plus à droite, contacter et échanger avec l'établissement, dans lequel vous retrouvez le référent handicap, notamment. Je ferai un petit topo tout à l'heure sur ce point-là, mais c'est dans cette rubrique-là que vous retrouvez les coordonnées d'un référent handicap. Ça peut être très utile pour des parents qui ont un enfant en situation de handicap qui se destinent à aller faire des études supérieures. Modalité d'examen, si on passe à la slide suivante, j'ai dit c'est la rubrique numéro 3. Et elle permet, cette rubrique, de faire d'avoir des précisions sur les modalités propres à chaque formation. Vous avez sur Parcoursup, je l'ai dit, des formations sélectives. Dans ces formations sélectives, classe prépa, IUT, BTS, école, IFSI ou autre, soit un examen sur dossier, soit un examen qui peut se faire avec des épreuves écrites ou orales ou des concours. Le calendrier et les modalités sont affichés aux candidats dans cette rubrique consulter les modalités de candidature. C'est important parce que ça veut dire que l'ensemble des modalités, quelle que soit la nature de la formation, quelle que soit sa modalité de sélection, elle doit indiquer dans cette partie-là les spécificités qui sont les siennes. Et ça veut dire qu'en gros, quand il y a un concours qui est organisé, par exemple, concours d'école d'ingénieur, concours d'école de commerce, il se déroule tout le temps pendant le cycle de Parcoursup, pendant le calendrier de Parcoursup. Et puis, deuxième situation, ce sont les formations non sélectives. Il n'y a jamais, dans les formations non sélectives, il n'y a jamais de concours d'entretien. L'examen se fait uniquement sur dossier. Et je décrypte un peu le mot non sélectif, parce qu'il y a un peu, des fois, vous savez, quand on apprend l'anglais, on dit qu'il y a des fois des fausses amies. Alors, le mot non sélectif peut être ambigu. Non sélectif ne veut pas forcément dire tout le monde est pris et qu'il y a une place garantie, parce que vous avez des formations non sélectives, très sélectives. Par exemple, je pense à la licence de droit, je pense aussi aux études de santé, qui sont des licences non sélectives. Néanmoins, non sélectives, la différence avec sélectif, c'est que tant que la formation a des places disponibles, elle doit accueillir les candidats, c'est sa mission légale. À la différence, une formation sélective peut très bien décider que si les dossiers qu'elle a reçus ne conviennent pas aux enseignants parce qu'ils estiment que le candidat ne va pas réussir dans la formation, il peut apporter une réponse négative. C'est ça qui fait la différence. J'ajoute que dans les formations non sélectives, il y a des réponses qui peuvent intervenir. On se retrouvera, je crois que c'est le 26 mai, en tout cas à la fin du mois de mai,
pour examiner ensemble tous les types de réponses que vous pouvez recevoir d'une formation, mais dans les universités, il y a des réponses qu'on appelle WICI qui permettent finalement d'accompagner des candidats en acceptant leur entrée, mais en la conditionnant à un suivi et à un accompagnement méthodologique de remise à niveau, par exemple, pour favoriser sa réussite. On arrive maintenant sur la slide 7 à la rubrique, qui est une rubrique importante sur les critères de candidature. Je sais que c'est un sujet d'interrogation, évidemment, pour chacun d'entre vous. Sur cette slide-là, j'aimerais faire un petit focus sur trois types de données. D'abord, ce que vous voyez sur la gauche, qui est une forme d'accolade, vous voyez, qui représente 100%, et dans lequel vous avez finalement par grande thématique, quels sont les pourcentages que la formation, les enseignants de la formation accordent à tel ou tel élément. Vous avez là, dans l'illustration, les résultats scolaires, c'est X%, les méthodes de travail, le savoir-être, la motivation, l'engagement ou d'autres activités extérieures. Ben voilà, chacune des formations peut accorder plus ou moins d'importance à tel ou tel élément. Je crois que c'est ça qui est important de bien comprendre. Et évidemment, tous les éléments qui sont là sont ensuite détaillés. C'est ce que vous voyez dans la ligne du dessous. J'ai mis que la première ligne. Mais il y a bien d'autres lignes quand vous allez sur la rubrique de chacune des formations, dans lequel vous voyez, il décline dans résultats scolaires. Ce n'est pas forcément toutes les notes, ce sont certaines notes. Et puis, on y accorde, c'est là où est le petit focus, un niveau d'importance qui est exprimé à travers des petites bulles plus ou moins grisées. Vous savez, c'est un code sur Internet qui exprime l'intensité en quelque sorte. Donc, vous voyez, dans cette formation, eh bien, il y a certains éléments qui sont issus du dossier pour lequel la formation accorde une importance essentielle, ce qui est matérialisé par 4 bulles complètement remplies. Et puis, il y a un dernier élément sur lequel je voulais attirer votre attention, qui est les conseils aux candidats, l'encadré bleu qui se trouve un peu au-dessus. Voilà, merci. Dans ces conseils aux candidats, ce sont les conseils formulés par les enseignants des formations post-bac, et en l'occurrence de cette formation-là qui nous intéresse, au regard des dossiers qu'ils ont examinés en 2024. Donc ça peut être des conseils sur la préparation du dossier, des points d'attention illustrés, par exemple. Je pense, une formation peut dire prenez un grand soin à votre lettre de motivation parce qu'on l'utilise vraiment et que ça a une importance pour notre examen. Tout ça, évidemment, pour vous dire, en synthèse, en quelque sorte, de cette rubrique-là, c'est que ça n'est pas Parcoursup ou un algorithme de Parcoursup qui va décider si vous êtes admis ou non. Ce sont des enseignants des formations qui affichent des critères avec des modalités globales ou des modalités détaillées et qui essayent de vous donner des conseils. Parcoursup n'est que le messager, entre guillemets. Il va recueillir votre candidature et la transmettre aux formations. Il va recueillir l'avis des formations et vous le faire connaître à partir du 2 juin. Deux slides importantes, et puis on fera une pause à la slide 11, comme ça vous pourrez poser des questions. Un encart nouveau, une rubrique nouvelle qui s'appelle « Visualiser les chiffres d'accès à la formation ». Ça va nous occuper sur 2 slides, et je crois qu'elle est importante à expliquer aux parents. Elle est totalement nouvelle, elle a été construite, cette slide-là, que vous le sachiez, cette rubrique-là, en consultant les lycéens de l'année 2024 sur quelles étaient leurs attentes, quelles étaient leurs compréhensions, qu'est-ce qui leur manquait, qu'est-ce qu'ils voulaient lire, qu'est-ce qu'ils voulaient voir. Je fais en 1 minute le résumé des épisodes précédents. On a identifié toutes les formations qui sont sur Parcoursup avec leur diversité de nature. On a vu comment on recherche une formation sur Parcoursup. On a vu quels sont les éléments de carte d'identité, les éléments à vraiment information essentielle que l'on peut identifier. Puis maintenant, on s'intéresse aux rubriques. On a déjà pu voir la rubrique « Comprendre les critères d'analyse des candidatures » avec les informations globales et détaillées. On a vu les modalités de candidature, là où on découvre qu'une formation a ou non des épreuves écrites ou orales de sélection. Et puis maintenant, on en est à cette rubrique nouvelle, importante, visualiser les chiffres d'accès, qui a été élaboré avec des lycéens de manière à essayer de répondre à leurs questions et d'essayer d'être plus pédagogique dans la manière dont on fait la présentation du fonctionnement de Parcoursup et des profils des candidats qui ont déjà été retenus dans une formation. Visuel de gauche sur le diaporama, voilà, merci. Vous voyez, pour tous les candidats qui sont présents sur cette formation,
combien ont fait formuler des vœux, combien ont reçu une proposition d'admission qui est au milieu et combien ont décidé effectivement d'intégrer cette formation. Parce qu'évidemment, dans Parcoursup, on peut recevoir une proposition et choisir ou non d'intégrer cette formation. Quand vous allez sur le visuel de droite sur la diaporama, vous voyez que vous avez la possibilité. Ensuite, quand j'étais à gauche, j'étais sur tous les candidats. Et là, on est dans une illustration d'exemple. J'ai choisi de regarder le bac général. Et donc, en choisissant mon profil, vous voyez que sur le visuel tel qu'il est affiché, vous avez en haut à droite du visuel lycéen du bac général. Donc, vous êtes bien dans cette catégorie-là. Et je vais donc décliner les chiffres que j'ai vus sur le diapo de gauche pour ce profil-là de lycéen. Ce sont les mêmes illustrations, mais évidemment pas les mêmes chiffres, parce que j'ai choisi de faire un focus sur ce type de lycéen, avec toujours 3 ensembles, ceux qui ont formulé des vœux, ceux qui ont reçu des propositions d'admission, ceux qui ont décidé d'intégrer. Et puis, sur la rubrique du milieu, juste en dessous, vous avez une petite information qui s'appelle le taux d'accès. Vous voyez grisé en jaune dans le deuxième diapo exactement. Qu'est-ce que le taux d'accès? C'est une information importante. Elle exprime en quelque sorte le degré de sélectivité, c'est-à-dire de pression sur une formation. Je vous donne taux d'accès. Quand le taux d'accès est de 100%, ça veut dire que 100% des lycéens de ce profil-là ont pu recevoir une proposition d'admission l'année précédente. Dans l'exemple, je crois que le taux est à 25%, ben ça veut dire qu'un lycéen sur 4 du profil bac général a pu recevoir une proposition d'admission dans la formation. Évidemment, cette information sur le taux d'accès, vous la retrouvez lorsque vous utilisez, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a évoqué le comparateur des formations. Lorsque vous comparez, ben, vous retrouverez cette information. Et ce qui est important là, c'est que ce taux d'accès est contextualisé au sens, il correspond à ceux qui ont le profil du bac général. Si évidemment j'avais choisi au-dessus de la petite image, j'avais choisi bac technologique sur la droite ou bac professionnel encore voilà, complètement à l'extrême droite, eh bien les données qui s'afficheraient dans le taux d'accès sont des données spécifiques à ce type de profil. Je crois que ça permet d'apporter une information plus personnalisée et donc plus juste. Si on passe à la slide suivante, c'est une des grosses nouveautés de Parcoursup cette année. 3 visuels que je vais essayer de vous décrypter en passant de gauche à droite. Dans l'expression des parents, des lycéens, telle qu'elle nous remontait, il y avait une forme d'angoisse ou en tout cas d'attente en disant je voudrais savoir pour tel type de formation quel est le profil, quel est le parcours au lycée que je dois choisir. Est-ce que c'est plutôt tel type d'enseignement de spécialité qui est le plus recommandé ou pas? Alors, encore une fois, la réalité n'est pas toute blanche ou toute noire, elle n'est pas en 100% ou 0%, elle est évidemment en nuance selon les formations, et l'objectif, c'est de vous apporter une information juste, de manière à vous éclairer dans vos choix, et au-delà de faire des choix, dans votre réflexion. La possibilité qui est donnée cette année, et ça on l'a sur le petit visuel qui est à gauche, c'est la possibilité de rentrer, absolument merci, de rentrer son profil en termes de choix d'enseignement de spécialité. Alors là, je vous rappelle que dans notre exemple, on a choisi le bac général. Ce n'est pas parce qu'il y a une hiérarchie entre les bacs, c'est parce que c'est le bac le plus important en volume, en nombre de candidats. Vous voyez sur la partie qui est grisée, en gros, voilà, exactement à cet endroit-là, vous pouvez renseigner vos choix d'enseignement de spécialité de terminale. Et puis sur l'onglet qui est juste à droite, voilà, là où on arrive, il y a une barre avec une règle, en quelque sorte, qui est une règle de note de moyenne générale. Moyenne générale de terminale, premier et deuxième trimestre, sans option et sans coefficient. C'est la petite phrase qui est mentionnée en dessous qui le précise. Et ça vous permet, en ayant renseigné ces coordonnées, vous allez cliquer sur voir le résultat, la petite bande bleue qui se trouve, voilà exactement. Et ce qui va s'afficher, c'est le tableau du milieu. Et qui vous donne, pour le profil que vous avez identifié, profil de choix d'enseignement de spécialité, profil de moyenne générale, eh bien, comment s'est comportée finalement la formation pour ce profil-là dans les 3 dernières années. Je le précise, ce n'est pas une projection sur l'avenir parce que je ne sais pas donner une garantie individuelle, mais c'est un bon coup de rétroviseur en vous disant exactement. Eh bien, pour ces candidats de ce profil-là, si je ne me trompe pas et que je lis c'est, ils ont reçu régulièrement des propositions d'admission de la part de la formation. Vous le voyez, le mot régulièrement est grisé, en tout cas exactement identifié. Et vous voyez que ce mot régulièrement, quand je suis sur la tranche du dessus, vous avez une forme de règle en quelque sorte qui va de gauche à droite, de rarement à occasionnellement, régulièrement, plus de 50%, plus de 80%.
Voilà, ça vous exprime donc une forme d'intensité. Donc, régulièrement, vous êtes au-dessus d'occasionnellement, vous êtes entre 20 et 50%, et puis vous voyez qu'après, quand vous êtes plus sur la droite, vous êtes à plus de 50%, plus de 80%. Évidemment, vous pouvez refaire le même exercice en changeant la moyenne générale, et ça changera en changeant les EDS, en changeant la moyenne générale, et ça vous apportera une information personnalisée différente sur l'onglet du milieu. Cet affichage de données, elle doit toujours s'accompagner de conseils. C'est ce que l'on a mis. Il y a une petite mention de conseils, absolument. Un, pour vous dire que ça n'est pas une garantie individuelle. Deux, pour vous dire que on vous encourage à faire ce vœu, mais toujours aussi à diversifier vos vœux, à ne pas, comme il n'y a pas de garantie, parce que vous n'êtes pas non plus à 100%, eh bien, on vous dit de diversifier aussi les vœux. Et puis, dernier élément qui se trouve juste en dessous, c'est, attention, quelle est la part que cette formation accorde aux résultats scolaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est EDS plus moyenne générale, vous voyez bien qu'on fait un focus sur des éléments de notes, mais si dans cette formation, le poids des notes est très relatif, ben évidemment, il faut relativiser les informations que l'on vous donne. Et on vous permet d'accéder, c'est ce qui est en bleu dans le petit rectangle, d'accéder directement à voir les critères. Et là, on revient sur la rubrique comprendre les critères d'analyse des candidatures que l'on a vu ensemble tout à l'heure. Troisième information, c'est celle qui figure sur l'encadré de droite. Merci beaucoup. Elle est aussi très importante parce que, vous voyez là, quels sont les lycéens de terminale générale, je rappelle que c'est le cadre de notre exemple, qui ont effectivement choisi d'intégrer cette formation. Et vous avez une distribution, donc sur le volet gauche, quelles étaient leurs moyennes générales, et on vous dit 8 élèves sur 10 avaient entre temps et temps, 1 élève sur 10 avait en dessous entre temps et temps, et puis un élève sur 10, enfin en gros on vous donne les 80%, puis ensuite les marges, les 10% au-dessus, les 10% en dessous. Et puis à droite, vous avez l'information importante des choix de doublettes de spécialité avec leur ordre d'importance, classés par ordre décroissant. Alors, je crois que c'est important, ces informations. Et vous pouvez avoir différents types de formations de ce point de vue-là. Vous pouvez très bien avoir une formation dans lesquels, finalement, le profil des candidats qui ont reçu des propositions correspond exactement au profil des candidats qui ont choisi d'intégrer cette formation. Par exemple, je vous dis, à mon avis, je ne me trompe pas beaucoup, mais quand vous avez des formations de classe préparatoire très exigeantes, très sélectives, eh bien, le profil est sans doute assez limité en variété d'enseignements de spécialité. C'est plus centré sur certaines. Par exemple, les MPSI, il doit y avoir de l'EDS maths, physique, chimie, il ne faut pas se tromper. Et puis, assez peu, finalement, d'autres types de profils. Par contre, vous pouvez avoir d'autres types de formations dans lesquelles ceux qui ont reçu des propositions, ben, ce n'est pas forcément exactement ceux qui ont choisi d'intégrer cette formation. Donc, il faut pouvoir regarder ces deux éléments-là, les comparer et analyser. Vous pouvez très bien avoir beaucoup plus de diversité de profils dans ceux qui ont choisi d'intégrer que dans ceux qui ont eu des propositions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a un profil qui était peut-être recherché par les enseignants de la formation, simplement, ces lycéens-là ont décidé d'aller ailleurs et ils ne sont pas allés dans cette formation. Ils ont reçu des propositions, mais ils ne l'ont pas accepté. Donc voilà, ça, ce sont des informations importantes, nouvelles. Moi, ce que je voudrais dire, qui me paraît important, c'est il ne faut pas prendre ces informations comme argent comptant. On a affiché ces informations parce qu'il y a une vraie attente. On l'affiche aussi parce que c'est important que le service public amène des données qui répondent aux attentes et pour que vous puissiez vous méfier aussi d'autres informations qui circulent à droite, à gauche, produites par d'autres, qui, sous prétexte de vous apporter une info fiable, ont des fois une information qui est biaisée. Voilà. Moi, l'information qu'on vous donne là, elle est juste, elle est neutre, elle est fiable. Voilà, c'est ça. Après, elle doit inviter au dialogue. Il ne faut pas la prendre comme argent comptant. Et puis, je le dis parce que ça doit être important. Vous pouvez avoir un réflexe en disant « Oh, ben oui, mais je ne comprends pas, moi, régulièrement, je trouve ça flou. » Eh bien, sachez qu'au départ, dans notre visuel, on n'avait que des chiffres et ce sont les lycéens qui nous ont dit on comprend mieux une expression à travers une expression littéraire qu'une expression chiffrée. Vous pouvez vous dire aussi, ah ouais, mais certains élèves, ça va leur couper les jambes. Ils vont dire, oh ben non, il n'y a rien pour moi. Je crois que ça serait une erreur. Il faut essayer d'interpréter la donnée. Il faut, le cas échéant, tester dans d'autres formations. Vous savez, pour la même formation, il peut y en avoir une très sélective, mais une autre dans un autre établissement qui l'est beaucoup moins. Donc, il faut découvrir, ça doit encourager à diversifier ses vœux. Ça peut être aussi, je le dis, parce qu'on a des études qui montrent que, généralement, les jeunes filles
ont un réflexe d'autocensure. Alors, ce n'est pas un réflexe personnel, c'est un réflexe parce que la société a fait en sorte que les jeunes filles aient des réflexes d'autocensure dans lequel ne pas avoir de niveau de moyenne générale est de nature à leur faire penser qu'elles n'ont pas le niveau pour entrer dans les formations sélectives. Alors que souvent, vous savez, statistiquement, les filles ont des meilleurs niveaux scolaires que les élèves au lycée. Simplement, parfois, elles sont beaucoup plus modestes ou prudentes que les garçons. Et à travers l'affichage de données chiffrées, on veut aussi encourager les jeunes filles à voir qu'elles ont le niveau pour rentrer dans des formations. Deuxième biais qu'on veut éviter, c'est l'excès de confiance. Vous voyez, j'ai une très bonne moyenne générale, je suis sûr de rentrer partout, je fais que 2, 3 vœux parce que en fait, ça ne sert à rien de faire d'autres, je vais être pris. Ben voilà, c'est important de pouvoir vérifier ces situations pour éviter des moments où on est déçu parce qu'on n'a pas compris pourquoi on n'avait pas eu de proposition d'admission. Slide suivante sur la 10, une information là aussi nouvelle, complémentaire, des informations que l'on affiche désormais sur l'insertion à l'issue des formations. Que deviennent les étudiants? Sont-ils en emploi? Sont-ils en poursuite d'études? Sont-ils dans une autre situation? Vous voyez, vous avez à la fois la formation qui remplit des données sur la poursuite d'études des débouchés, c'est ce qu'on a vu au-dessus, puis les données chiffrées qui se trouvent en bas. Ce sont des données non pas produites par les formations, c'est des données produites par les services ministériels, donc des données fiables. Et puis depuis le 15 janvier, alors on ne le voit pas là sur mon visuel, mais on a aussi des formations pour lesquelles j'affiche des données sur la rémunération, le indicatif mensuel, 12 mois après la sortie de formation. Je crois que ça fait aussi partie des éléments. Tout ce que je vous ai montré là, en fait, vous mesurez bien que Parcoursup est un outil qui s'intéresse évidemment de manière privilégiée aux lycéens de terminale qui s'inscrivent pour faire des choix, mais que ce sont aussi des données accessibles à tous, utiles qu'on ait un enfant en seconde ou en première, parce que ça vous éclaire aussi dans votre perspective de choix. Dernière slide pour faire une petite synthèse des informations identifiées, puis je vous rends la parole pour prendre quelques questions déjà maintenant sur cette première étape. Modalités, critères d'analyse des candidatures, taux d'accès, profil de lycéen, voilà, ce sont des informations à prendre en compte par le lycéen et sa famille pour la réflexion, pas des informations pour avoir un comportement automatique, et puis des informations pour discuter, professeur principal, psychologue d'éducation nationale au lycée, ou alors même des étudiants, des enseignants des formations post-bac. Voilà. La seule contemplation des données ne suffit pas. Il faut pouvoir les partager, les discuter. Je crois que c'est aussi pour ça que l'on les a produites. Je vous rends la parole s'il y a quelques questions déjà sur cette première partie. Oui, alors, pas énormément de questions. Donc, une première auquel je vais répondre. Il va y avoir en effet rediffusion du webinaire sur notre chaîne YouTube. Cependant, quelle est la moyenne générale? Comment interpréter la moyenne générale? Qu'est-ce que ça comprend? Est-ce que c'est toutes les matières ou pas? La moyenne générale, alors vous avez là dans le petit visuel, je l'ai indiqué, c'est la moyenne générale, toute discipline, mais sans coefficient et sans les options. D'accord. Ensuite, autre question. Non, j'en ai pas. Donc, j'ai plus d'autres questions. Je vous rappelle que pour poser les questions, c'est l'option questions et réponses. Il n'y a pas de chat. Donc, je vous laisse continuer, Monsieur Théard. Ouais, très bien. Merci. Alors, deuxième, on passe à la slide, alors la slide 13, parce que la slide 12 est une slide de transition. Alors, est-ce que vous la voyez? Ouais, voilà. Donc, si on passe à la slide suivante, de manière, voilà. La slide suivante, on est sur cette période étape 2 du calendrier de Parcoursup, où on s'inscrit depuis le 15 janvier, on fait des vœux jusqu'au 13 mars, et puis on complète son dossier et on confirme ses vœux jusqu'au 2 avril. Et puis, en avril-mai, les formations qui auront eu votre dossier l'examineront avant qu'on ait la phase de retour au 2 juin avec la phase. Donc, on va s'intéresser à ces éléments-là sur l'inscription et la formulation des vœux. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, s'inscrire sur Parcoursup. Alors, c'est ouvert depuis le 15 janvier. J'ai regardé ce matin.
On a déjà plus de 500 000 lycéens qui se sont inscrits. Il y en a quasiment presque 700 000 au total de candidats inscrits. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Ce qu'il faut toujours bien avoir en tête, c'est qu'il y a 2 étapes dans l'inscription. Il y a d'abord la création d'un compte sur Parcoursup et le compte est pluriannuel. Ça permet notamment à ceux qui veulent se réorienter de réutiliser l'année suivante leur même compte Parcoursup. Par contre, le dossier candidat est lui-même annuel, c'est-à-dire que quand on était un étudiant en réorientation, on recrée, même si on a le même compte Parcoursup, on recrée un dossier candidat. Pour les lycéens, la création du dossier candidat, elle se fait à partir de l'identifiant national élève, celui que l'on retrouve sur les bulletins scolaires, sur le relevé de notes du baccalauréat de français. Et pour les lycées français à l'étranger, c'est le numéro Cyclade qui est communiqué par l'établissement. 2 choses importantes pour les lycéens et pour les parents. Pensez à renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme Parcoursup tout au long de la procédure. Ça peut être des alertes pour vous rappeler une échéance, ça peut être des alertes pour vous dire que vous avez reçu une proposition à laquelle il faut répondre. Et puis, conseil aux parents, dans le dossier de votre enfant, vous avez la possibilité de renseigner votre email, votre numéro de portable dans le dossier de votre enfant à tout moment de la procédure. Et ça vous permettra quoi? De recevoir les mêmes alertes ou messages que je diffuse. Je donnerai des illustrations à travers mon propos, mais vous voyez que c'est très important parce que ça permet de se sécuriser et puis d'être assuré que l'information que votre enfant a eue, vous pouvez également vous-même la consulter. Slide 15, quelques éléments généraux avant de rentrer dans le détail des vœux, des sous-vœux, mais quelques éléments et règles qui me semblent importantes à bien avoir en tête. Première règle, vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux pour les formations sous statut étudiant et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Ce sont 2 dossiers en quelque sorte différents. Évidemment, 10 vœux, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que si vous en faites 8, c'est très bien. Moi, ce que je vous déconseille, c'est d'en faire que 2, mais chacun trouve son équilibre. Les vœux, vous pouvez les faire aussi bien pour des formations sélectives ou non sélectives. C'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de panier obligatoire, il n'y a pas de vœux obligatoire. C'est à chaque fois vous qui avez la main. Lorsque la formation l'a demandé, le vœu devra être motivé à travers une lettre de motivation. Ça n'est pas obligatoire. C'est la formation qui le demande spécifiquement dans son dossier. Et ça correspond à peu près à 70% des formations sur Parcoursup qui font cette exigence. Les vœux n'ont pas besoin d'être classés, c'est très très important. Il n'y a pas à hiérarchiser ces vœux au moment où vous les formulez entre janvier et mars. Ce qui est important, c'est que vous puissiez les faire des vœux pour les formations qui vous intéressent sans autocensure. Vous pouvez être ambitieux et c'est à vous en quelque sorte de faire le bon équilibre entre des vœux ambitieux et il faut en avoir et il faut l'être, surtout à cet âge-là. Il faut avoir vraiment se donner tous les moyens d'aller jusqu'au bout de ses projets. Et moi, je suis vraiment favorable à ça. Et puis, parfois aussi, des vœux de sécurité, des vœux de raison. Donc, chacun trouve son équilibre. Vous savez, l'expression française qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, eh bien, elle vaut aussi sur Parcoursup. Voilà, mais mettez peut-être pas tous vos vœux au même endroit, mais hiérarchisez, diversifiez dans ce que vous voulez. La date de formulation des vœux n'a aucune importance, c'est très important. Ne vous précipitez pas une fois qu'on aura fini notre webinaire pour faire vos vœux. Vous n'avez pas plus de chance parce que vous les avez fait ce jour à midi que celui qui les fera demain soir. Vous avez aussi la possibilité d'en faire aujourd'hui à midi et de les rayer complètement en les remplaçant par d'autres dimanche soir. La seule chose qui compte, on verra tout à l'heure, c'est la photographie finish que je ferai le 13 mars à 23h59 de votre panier de vœux. Enfin, élément important, les vœux ne sont connus que de vous, c'est-à-dire que la formation ne connaît que le vœu qui la concerne, elle ne connaît pas les autres vœux qui seraient formulés vers d'autres établissements. Et vous n'avez pas à communiquer cette information. Conseil final, et qui reprend à peu près ce que j'ai dit, diversifiez vos vœux en fonction de vos centres d'intérêt, évitez impérativement de ne formuler qu'un seul. Je vais maintenant rentrer un peu dans le dur avec la question des vœux et des sous-vœux. Je sais que sans doute quelques-uns d'entre vous ont déjà eu cette expérience ou ce questionnement. Qu'est-ce qu'un vœu? Qu'est-ce qu'un sous-vœu? Et puis je viendrai ensuite sur la question des priorités géographiques ou pas. Les vœux multiples, ce sont les sous-vœux. Ils existent pour l'essentiel dans les formations qui sont sélectives.
Et l'objectif, c'est qu'un vœu correspond à un type de diplôme et puis que les sous-vœux correspondent à des établissements spécifiques. Un vœu compte parmi les 10, les sous-vœux c'est une autre comptabilité. Je vous rassure, dans Parcoursup, il y a un compteur de vœux et de sous-vœux, de manière à ce que vous sachiez exactement là où vous en êtes. Je vous dis, je vais essayer de présenter les formations en 3 grands ensembles. D'abord, d'une manière générale, sur les formations dites non sélectives, les licences à l'université, il n'y a pas de sous-vœux. Je vous dis, il n'y a qu'une seule exception là que j'ai mis en rouge, ce sont l'exception des vœux multiples pour le PASS en Île-de-France, les études de santé en Île-de-France. Il y a un vœu PASS Île-de-France et ensuite vous choisissez des sous-vœux qui correspondent aux établissements physiques, Sorbonne Université, Paris Université, Paris Cité. Voilà. Mais d'une manière générale, donc très concrètement pour donner un exemple, que ça soit bien compris, vous êtes intéressé par les licences de physique, vous choisissez 3 universités différentes, ça vous fait 3 vœux. Dans la même université près de chez vous, vous voulez faire une licence de physique, une licence de maths et une licence d'économie gestion, ça vous fait 3 vœux là aussi. Si je prends maintenant, slide suivante, l'exemple de formation pour lequel vous avez un nombre de sous-vœux qui est limité, mais ça représente les formations de BTS, d'IUT, de diplôme des métiers d'art, DCG, classe prépa également, diplôme du national d'art, donc un grand nombre de formations pour lesquelles vous pouvez faire des sous-vœux. Je vais essayer de donner une illustration concrète. Vous êtes intéressé par le but d'informatique, eh bien, si vous faites le vœu sur le diplôme but informatique, ça vous fait un vœu parmi vos 10, vos 10, et vous pouvez ensuite choisir jusqu'à 10 IUT différents présents en France, à Strasbourg, à Marseille, à Lille, Toulouse, ceux que vous voulez, qui font cette même spécialité. Vous voyez bien que vous avez encore 9 vœux, mais pour autant, par exemple, vous avez choisi 10 IUT différents. Vous pouvez compiler évidemment entre ces différents choix et différents types de formations. L'essentiel, c'est de rester à 20 sous-vœux et 10 sous-vœux par type de diplôme. Je vais essayer de donner un exemple très concret. Alors, je fais avec des petits chiffres parce que j'ai la mémoire fragile. Mais par exemple, vous êtes intéressé, je reprends mon exemple informatique. Il y a un IUT d'informatique et une classe prépa informatique qui vous intéresse, elle s'appelle MP2I. Eh bien, si vous faites un vœu sur but informatique et un vœu sur MP2I, la formation de prépa, ça vous fait que 2 vœux, il vous en reste 8 à côté. Mais évidemment, vous pouvez choisir, par exemple, 10 IUT qui font le but informatique et 10 lycées qui préparent à MP2I. Si vous voulez y associer, par exemple, moi, mais je suis aussi intéressé par les prépas de sciences, eh bien, on peut faire, vous gardez vos 10 IUT que vous avez choisis, puis dans les prépas, vous faites 5 sur MP2I et puis 5 en MPSI. Voilà, c'est vous qui choisissez votre combinaison. Là, encore une fois, il y a un compteur sur Parcoursup pour éviter de dépasser la limite. Une spécificité que j'ai mis en rouge sur les classes prépa, et chacune des voies, exactement, merci, c'est les vœux à l'internat. Pour chaque lycée, vous pouvez choisir si la formation est proposée avec ou sans internat. Vous pouvez cliquer sur les deux. Ça ne vous comptera que comme un sous-vœu. Donc ça, c'est vraiment une facilité. Moi, je vous encourage, lorsque vous êtes intéressé, à toujours cocher les deux. Attention, ne jamais cocher uniquement vœu avec internat. Quand vous, par exemple, je vous donne l'exemple d'un jeune qui, il y a 3 ans, s'est trompé. Alors, il a fait un gros buzz sur Parcoursup, mais je pense qu'il le savait, c'est lui qui avait ses torts. Il n'a choisi que des vœux pour des formations de classe prépa avec internat, alors qu'il n'était pas exactement dans une situation de besoin social. Parce qu'évidemment, autant le classement pédagogique se fait sur la base des données pédagogiques, académiques, de résultats scolaires, autant le choix de l'internat se fait en fonction de variables sociales, se fait en fonction des variables d'éloignement du lycée auquel vous souhaitez accéder par rapport à votre habitat, se fait aussi parfois en fonction de l'âge. Vous voyez, c'est des critères, mais il y a plutôt une finalité sociale. Donc, il ne faut pas se tromper. Et donc, si vous choisissez une prépa dans un lycée avec internat et sans internat, ça vous fait qu'un seul sous-vœu. Dernier exemple sur la slide suivante, c'est des formations pour lesquelles le nombre de sous-vœux est illimité. Ce sont les instituts de formation en soins infirmiers, mais aussi des formations paramédicales, telles que je le vois là. Ce sont écoles d'ingénieurs de commerce ou de management. Ce sont les réseaux d'IEP, Sciences Po, les PASS en Île-de-France, je l'ai évoqué tout à l'heure, ou encore le concours commun des écoles vétérinaires. Je vais essayer là aussi de donner un exemple. Un exemple de concours d'école d'ingénieurs, le concours des INSA,
Il y a 8 INSA en France, vous pouvez cocher les 8 cases. Exemple de concours d'école de commerce ou de management, les concours Access, les concours Sésame par exemple, eh bien, le nom du concours en quelque sorte, c'est un vœu parmi vos 10, et ensuite vous pouvez choisir les écoles, chacune des écoles rattachées au concours, et vous faites le choix que vous voulez. C'est vous qui décidez du nom que vous choisissez. Alors, je le précise sur les concours école d'ingénieur, commerce, management, de ça aussi pour les Sciences Po, il y a souvent des frais de candidature, et donc évidemment, selon l'éventail d'écoles que vous prenez, ça peut être plus ou moins onéreux. À vous de faire le choix et l'information est toujours affichée sur Parcoursup pour ne pas être pris en traître en quelque sorte et que vous sachiez au moment où vous faites des vœux ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire. Slide suivante, comme ça je donne un exemple très concret, même si j'ai déjà illustré. Vous êtes intéressé par un BTS de métier de la chimie dans 7 lycées scolaires différents. Eh bien, dans votre dossier, BTS chimie, ça compte pour un seul vœu parmi les 10. Et ensuite, vos 7 sous-vœux correspondent chacun à des établissements. Ils sont décomptés dans la limite des 20 que j'ai évoqués tout à l'heure. Autre exemple, regroupement d'instituts de formation en soins infirmiers de l'Université de Paris-Saclay. Il y a 7 instituts qui sont proposés rattachés à cette université. Eh bien, vous en demandez 4 dans votre dossier concrètement. C'est un vœu parmi vos 10, et puis vous avez 4 sous-vœux parce que vous avez choisi 4 instituts qui ne sont pas décomptés puisqu'il n'y a pas de limite. Vous auriez pu en choisir 7 si vous souhaitiez. Rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, il y a un compteur de vœux, et puis vous avez dans votre dossier candidat une petite rubrique qui s'appelle Pour vous aider. Cette petite rubrique permet de regrouper tout un ensemble de petites vidéos, de tutos, de fiches, et notamment il y a une vidéo sur faire des vœux, formuler des vœux, dans lequel on vous explique tous les raffinements que je vous ai indiqués là. Ça peut vous paraître un peu complexe, mais en réalité c'est plutôt simple une fois que vous êtes dans votre dossier Parcoursup. Point d'attention sur la slide suivante concernant la question de la géographie. Y a-t-il une priorité géographique pour aller dans telle ou telle formation? Alors, je voudrais le préciser. Lorsque l'on est sur les formations sélectives, BTS, IUT, IFSI ou encore école, il n'y a pas de secteur géographique. Vous pouvez candidater partout en France et votre résidence n'a pas d'importance pour le choix de la formation, et en tout cas n'est pas pris en compte dans le choix que vont faire les enseignants de la formation. Et puis pour les formations non sélectives, les licences, les PPE, les PASS, eh bien, on peut faire des vœux partout, évidemment, mais lorsque la formation est en tension, il y a une priorité qui est accordée aux élèves de l'académie de résidence. Donc, je donne l'exemple, imaginons que vous êtes intéressé par la licence droit à l'université de Bordeaux, vous résidez dans l'académie de Bordeaux, vous êtes prioritaire par rapport à des élèves qui seraient situés dans une autre académie. Ça vous permet de privilégier finalement la proximité et donc de ne pas avoir à déménager si vous êtes intéressé. L'appartenance au secteur, qui vous dit je suis du secteur et donc je suis prioritaire, ou je ne suis pas du secteur et donc je ne suis pas prioritaire, elle est affichée au candidat sur Parcoursup, donc à chaque fois que vous faites des vœux. Et par exemple, c'est un point important, lorsque au mois de mars vous ferez des vœux et que moi j'identifie un candidat qui a fait des vœux à l'université, mais uniquement en dehors de son académie, donc là où il n'est pas prioritaire, eh bien à ce moment-là, je lui signalerai en disant attention, tu fais des vœux dans des territoires non prioritaires, il y a une prise de risque. Je le signale aussi, c'est ce que j'ai mis dans le point en rose, chiant, je sais pas. Les statistiques sur l'admission des lycéens qu'on a vues dans les slides précédentes tout à l'heure, sur les 3 dernières années, c'est d'abord celle des candidats de la priorité du secteur. Alors, deux compléments d'information sur ce sujet-là. Un, toujours bien avoir en tête que ça ne vous interdit pas les priorités de faire des vœux à l'extérieur et partout en France, et en regardant aussi les niveaux de tension, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un secteur où vous êtes prioritaire sur des formations très en tension, mais vous pouvez aussi trouver, à travers les données que je vous ai communiquées tout à l'heure, eh bien, une université qui a une formation de licence qui n'est pas du tout dans votre académique, mais qui, pour autant, peine à remplir. C'est-à-dire qu'elle a plus de places qu'elle n'a de candidats, donc rien ne vous empêche de candidater. Donc, vous voyez, il faut avoir ce réflexe-là au moment où vous consultez, où vous faites vos choix. Sur les secteurs géographiques, c'est la slide 21, le secteur de référence, c'est l'académie qui vous identifie, vous êtes du secteur ou pas du secteur, mais nous faisons des dérogations territoriales
Par exemple, la plus connue, c'est qu'en Île-de-France, quelle que soit l'académie dans laquelle vous êtes, Créteil, Versailles ou Paris, vous êtes prioritaire dans les mêmes conditions pour accéder à l'ensemble des universités de l'Île-de-France, de la région Île-de-France. Et puis, il peut y avoir certains cas géographiques, par exemple, quand on est à Avignon, ben, l'université d'Avignon, vous savez, Avignon se situe dans une espèce d'excroissance de l'Académie d'Aix-Marseille, au milieu, pas très loin du Gard, pas très loin de la Drôme. Eh bien, on étend en quelque sorte le périmètre de recrutement de l'université d'Avignon à des communes de la Drôme, donc de Rhône-Alpes, ou du Gard, donc de l'Occitanie, qui sont en proximité. L'objectif, c'est toujours d'être plus pratique pour les élèves. Il y a 3 exceptions pour ceux qui se retrouvent résidents de l'académie. Il y a les candidats européens, parce que voilà, les candidats de l'Union européenne, par définition, n'ont pas d'université française en proximité. Il y a les candidats qui suivent un bac français à l'international, qui sont toujours prioritaires. Et puis, il y a les candidats qui ne disposent pas d'une licence dans leur académie. La mention de licence n'est pas présente dans leur académie, et donc ils peuvent être prioritaires. Je connaissais un exemple, je ne sais plus s'il est encore vrai, mais je vous dis pour comprendre. Il n'y avait pas de mention de psychologie à l'université de Limoges. Donc, un candidat de Limoges qui candidatait à Bordeaux ou à Clermont-Ferrand pour faire de la psychologie, ben, à ce moment-là, il était prioritaire aussi bien à Bordeaux qu'à Clermont-Ferrand. 2 slides encore et on y arrive, et on fait une petite pause. Un, focus sur les vœux en apprentissage. Vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux en apprentissage, il n'y a pas de sous-vœux sur l'apprentissage. Il n'y a pas de limite pour formuler les dates de vœux en apprentissage, c'est-à-dire vous verrez la slide suivante, il y aura le rappel de la date limite pour formuler des vœux. Ça n'est pas le cas sur les formations en apprentissage, on peut faire des vœux bien après le 13 mars. C'est une rubrique spécifique dans votre dossier pour les vœux en apprentissage, et ce sont les centres de formation d'apprentis qui ont la mission d'accompagner les candidats en apprentissage. Un candidat peut d'ailleurs directement, depuis son dossier, demander à entrer en contact avec le CFA pour nourrir ce dialogue-là. Dernier slide avant de poser les questions. Le rappel de la date de formulation des vœux, jeudi 13 mars 2025. 23h59 heure de Paris. On précise heure de Paris parce qu'il y a des lycées français de l'étranger partout dans le monde et donc il faut une heure de référence commune à tous. Deuxième chose, ça veut dire que jusqu'au 13 mars, vous pouvez changer 800 fois si vous voulez vos vœux. Ce qui compte, c'est la photo finish que je fais au dernier moment. Troisième chose, n'attendez pas la dernière minute. Même si je vous ai dit qu'il n'y a pas c'est pas une course de vitesse, évidemment, ça n'a aucune importance. N'attendez pas la dernière minute non plus. C'est l'occasion de se stresser soi-même, tout seul. On pourrait mettre ça sur le dos de Parcoursup, mais enfin, c'est un peu facile. Et puis, 4e conséquence induite par la date que j'affiche là, c'est que le 14 mars, vous ne pouvez plus formuler de vœux, et que le 14 mars, je ne fais pas non plus de troc en échangeant un vœu que vous auriez aimé par rapport. Voilà, il faut faire la totalité de ces vœux entre le jeudi 13 mars et entre plutôt le mercredi 15 janvier et le jeudi 13 mars, à l'exception de l'apprentissage, parce que j'ai dit juste avant que pour les vœux en apprentissage, il y a une règle plus souple. Voilà, je vous rends la parole peut-être pour recueillir des questions des uns et des autres. Tout à fait. Donc là, j'ai un petit peu plus de questions. Est-ce que dans les vœux, enfin dans les dossiers, les options sont-elles prises en compte? Donc on a parlé des Redites-moi que spécialités. j'ai bien que je comprenne bien. Est-ce que dans les dossiers que l'on remplit, est-ce que les options, donc je pense Alors, notamment à les maths complémentaires ou à des autres, Alors, sont j'y reviendrai juste après parce qu'on va ensuite regarder qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup. Mais évidemment, les éléments de vos notes scolaires et donc de votre parcours scolaire sont évidemment intégralement communiqués aux formations du supérieur. Après, certaines d'entre elles privilégient tel ou tel élément. Vous le verrez dans la rubrique, vous savez, qu'on a vu comprendre les critères d'analyse des candidatures. Elle est faite précisément pour expliquer ce que l'on prend en compte, ce que l'on ne prend pas en compte. Est-ce qu'au niveau des parents, ils doivent créer leur propre compte Parcoursup ou est-ce qu'ils utilisent celui de leur enfant? Alors, je crois que c'est très important. Euh, Chacun peut créer un compte, mais il n'y a que votre enfant qui crée un dossier candidat. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure quand on était sur la slide sur l'inscription, il y a 2 temps. Il y a la création d'un compte qui est pluriannuel et puis il y a la création d'un dossier candidat. Si un parent a envie de se créer un compte sur Parcoursup, il a le droit de le faire. Ça ne donne accès qu'à une seule fonctionnalité, voilà.
ça ne donne accès qu'à une seule fonctionnalité, c'est par exemple de pouvoir se mettre des favoris. Vous vous rappelez le petit cœur que j'avais évoqué tout à l'heure et se mettre des commentaires. Bon, pour moi, je trouve que c'est surtout utile pour les enfants, enfin les lycéens. Par exemple, ça peut être utile pour un lycéen de seconde. Il est en train d'explorer Parcoursup ou de première, il explore Parcoursup, il s'est créé un compte, il s'est mis des annotations, et puis quand il rentre en terminale, qu'il se crée, il a gardé son compte, mais il se crée un dossier candidat parce qu'il est effectivement candidat, il peut récupérer les favoris qui s'étaient créés dans son compte directement dans son dossier candidat. Pour les parents, ce qui est important, c'est le dossier de leur enfant. Vous savez, évidemment, quand vous avez fait Affelnet, c'est vous qui étiez aux manettes, pas votre enfant. Parcoursup, c'est une étape de l'autonomie aussi de votre enfant. C'est son dossier candidat à lui. C'est dans le dossier candidat de votre enfant que vous renseignerez vos coordonnées de portable et de mail. Alors, ça, je vous dis, c'est la norme. Et la norme, enfin, comment dire, je ne sais pas si c'est la norme, ce n'est pas la bonne expression, mais c'est la manière dont ça devrait se passer. Dans une forme de dialogue entre les parents, vous laissez à votre enfant son autonomie de gestion de son dossier, puis vous échangez avec lui sur son dossier. Évidemment, il peut y avoir des cas, parce que ça m'arrive, moi, chaque année, des cas plus critiques de très forte tension entre un parent et son enfant. Enfin, vous voyez, c'est la vie, ça. Sachez que pour un mineur, s'il y a un conflit familial et qu'à un moment, les parents n'ont pas accès au dossier, ne savent pas, voilà, si les parents font une demande auprès de Parcoursup leur transmettra les coordonnées parce que l'enfant est mineur et qu'ils sont les tuteurs légaux. Ça, c'est la loi, donc on respecte la loi. La logique, c'est que chaque parent trouve la bonne distance avec son enfant pour être dans le dialogue et le laisser à la fois faire tout en l'accompagnant. Il n'y a pas de manuel pour ça. Je dis, voilà, c'est chacun son vécu. Mais en tout cas, voilà, je vous ai répondu à la question. Je ne crois pas que les parents ont intérêt à créer un compte. Il y a un compte et un dossier candidat pour votre enfant. Et puis à vous de l'accompagner à partir de son propre dossier. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces histoires de vœux, de sous-vœux, de nombres? Parce qu'on a pas mal Ouais. de demandes. Est-ce que, par exemple, si je fais une licence d'histoire à Caen ou à Paris, est-ce que c'est un vœu ou est-ce que c'est 2 vœux Ouais. ou est-ce que c'est 2 Alors, sous-vœux? j'essaye de Voilà. revenir sur mes trois grandes catégories parce que c'est ça que ça répond. D'une manière générale, pour les licences, chaque vœu, enfin, il n'y a pas de sous-vœu, je vais dire ça. Donc, vous êtes intéressé par la licence d'histoire, vous voulez la faire dans l'université de Caen, l'université de Rouen et l'université d'Amiens, ça vous fait trois vœux parce que c'est trois universités différentes. Si vous êtes à l'intérieur de la même université, que vous voulez faire l'histoire, histoire de l'art ou géographie, ça vous fait trois vœux là aussi. Donc, d'une manière générale, pas de sous-vœux pour les universités. Ça vaut aussi, par exemple, pour les écoles d'architectes. Honnêtement, c'est pas moi qui décide de cette règle. Moi, j'aimerais bien qu'elles fassent des sous-vœux, les écoles d'archi. Mais par exemple, parce que je connais une situation, vous êtes intéressé par les écoles d'architecture en Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a une à Lyon, il y en a une à Saint-Étienne, il y en a une à Grenoble, ça vous fait trois vœux. Je trouve ça un peu dommage parce que ça compte des vœux, entre guillemets, ça consomme des vœux, mais moi, c'est pas moi qui décide, les écoles d'architecture sont plus ou moins bien jalouses les unes des autres, elles n'ont pas envie de partager. Deuxième situation, c'est quand il y a des sous-vœux qui correspondent à des formations pour lesquelles vous avez la possibilité de démultiplier vos candidatures. C'est le cas, par exemple, sur les classes prépa, c'est le cas sur les IUT, c'est le cas sur les BTS. Je redonne mon exemple. Vous êtes intéressé par de la chimie. Eh bien, si vous faites d'un vœu en licence de chimie, c'est un vœu. Si vous faites, il y a un BTS de chimie, eh bien, le BTS chimie, le titre du diplôme, c'est un vœu. Et ensuite, vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées différents qui proposent la même formation. Et puis, si ensuite c'est un IUT de chimie, ben là aussi, vous pouvez choisir jusqu'à, j'avais cet exemple-là, vous pouvez choisir un nombre d'établissements. Et puis, troisième situation, ce sont quand il y a la possibilité de faire des sous-vœux, mais sans décompte. Le décompte est illimité, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de compteur. Par exemple, les écoles de commerce, on l'a évoqué. Vous êtes intéressé par le concours Avenir, qui est un concours d'école d'ingénieurs. Le vœu Avenir, ça vous fait un vœu parmi vos 10. Et ensuite, vous pouvez choisir autant d'écoles qui sont rattachées au concours Avenir que vous voulez. C'est vous qui décidez. Et donc, alors, un, il y a un compteur de vœux sur Parcoursup. Deux, je vous rassure aussi,
Il y a une petite vidéo dans votre espace pour vous aider qui vous permet de vous y repérer à chaque fois là où vous en êtes et puis de bien comprendre les règles, celles que je vous ai dites, hein, c'est pas étranger, mais au moins vous avez un petit mémo. Et puis deux, il y a une FAQ, trois, il y a une FAQ très riche dans Parcoursup qui vous permet de comprendre toutes les règles et toutes les finesses. N'hésitez pas, il y a même un petit moteur de recherche qui vous permet de faciliter votre recherche dans la FAQ. Elle est accessible depuis l'espace ressources tout en haut sur le site parcoursup.gouv.fr. Voilà. Donc, vous avez une très grande souplesse. Et moi, en 8 ans, je n'ai jamais rencontré de lycéens qui me disent, j'ai pas assez de vœux pour faire mon projet. Quand on en arrive là, vous voyez, ça veut dire qu'en gros, on n'a pas de projet et qu'on a un peu arrosé le sable un peu de partout. Mais vous voyez, c'est pas la logique des choix que vous avez à faire. On a une petite remarque par rapport à ce problème d'académie ou voire éventuellement de limite, parce que c'est vrai qu'on ouvre les académies aux territoires voisins et à proximité, mais sans forcément, et on a des remarques par rapport à ça, tenir compte des facilités d'accès. C'est-à-dire qu'on peut Ah, être... si. Alors, ça, enfin, vous avez le droit de faire la remarque, mais ça n'est pas fait au hasard, croyez-moi. Alors, c'est pas moi qui le fais, je vous rassure, parce que moi, je suis à Paris et j'ai pas la visibilité de chaque contexte local, mais c'est une discussion locale, territorialisée entre les présidents d'université et les recteurs, en fonction parfois du réseau de transport, vraiment. Alors après, il peut y avoir des débats sur est-ce qu'on doit ajouter telle ou telle commune, mais je vous garantis que c'est des débats. Je vous garantis que c'est des discussions très concrètes, et vraiment très concrètes. Moi, je vous donne un exemple parce que je le connais physiquement. Je viens de l'Isère, moi, de Grenoble. Eh bien, dans l'Isère, on est dans l'académie de Grenoble. Mais il se trouve que toutes les communes, en gros, une grande partie de communes qui sont dans le nord Isère, c'est-à-dire en proximité de Lyon, le réseau de transport est beaucoup plus facile pour aller à Lyon que pour aller à Grenoble. Eh bien, il y a une grande partie de ces communes qui sont intégrées. Alors oui, la question se pose toujours de savoir jusqu'où on va, mais ce n'est pas moi qui tranche, ce sont les recteurs avec les présidents d'université, mais en prenant en compte les réalités territoriales. Donc après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais vraiment, je tiens à rassurer ceux qui posent des questions, c'est pas fait à l'aveugle et de manière, oui, je fais pas ça au sécateur, quoi. Alors, il y a d'autres questions, mais elles concerneront les slides suivantes, donc je les Ouais. laisse en attente. Je rappelle qu'il faut poser les questions sur le module Q et R, questions et réponses, et ne pas lever les mains. Vous êtes trop nombreux, on ne peut pas donner la parole à chacun. Donc, passez par ce module, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je comprends qu'on reprend. On va se mettre sur la slide 24. Alors, j'ai évoqué, là, on a la manière de formuler les vœux. Maintenant, on arrive à la deuxième échéance qui est le 2 avril 2025, et c'est compléter son dossier et confirmer les vœux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire compléter son dossier? Ça veut dire qu'il faut remplir un certain nombre de rubriques, par exemple la rubrique Autres projets, où on vous demande est-ce que vous avez d'autres projets que Parcoursup? Rassurez-vous, cette information n'est pas communiquée aux formations d'accueil, c'est uniquement pour les équipes de Parcoursup. Il peut y avoir la lettre de motivation, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais elle n'est obligatoire que lorsque la formation l'a demandé, c'est de l'ordre de 70% des formations. Et puis, il y a des pièces complémentaires qui peuvent être demandées par des formations et qui se présentent de manière, je vais donner trois exemples. Premier exemple, euh, vous êtes intéressé par les licences de staff, il y a un petit questionnaire à remplir dans votre dossier. Deuxième exemple, vous êtes intéressé par les licences de droit. Pour toute licence, tout vœu en licence de droit, une fois que vous avez formulé vos vœux, pour compléter votre dossier, vous devez transmettre l'attestation comme quoi vous avez fait le petit questionnaire d'auto-évaluation qui est sur le site de l'ONICEP et qui vous permet de bien réfléchir à votre vœu. Les données de ce questionnaire, les résultats ne seront que pour vous, ils ne seront pas communiqués, mais simplement vous devrez téléverser l'attestation comme quoi vous avez rempli ce questionnaire. Troisième illustration, vous êtes intéressé par les métiers d'art et du design et vous faites un vœu en DNMAD, eh bien les DNMAD demandent que vous téléversiez dans Parcoursup une illustration de votre créativité artistique et tout cela, vous avez à le faire avant le 2 avril 2025. Rubrique activité centre d'intérêt, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est une rubrique facultative, mais dans laquelle vous pouvez valoriser ce que vous avez fait en dehors de l'école. Et puis, une fois que vos vœux sont complétés, que votre dossier est complet, eh bien pour chacun des vœux, vous devez les confirmer
Un vœu non confirmé avant le 2 avril ne sera pas examiné par les formations. Et puis, autre indication, vous ne pourrez confirmer vos vœux que quand votre lycée aura remonté vos notes. Donc, en gros, il remonte vos notes d'ici la fin mars. Donc, entre la fin mars et le 2 avril, à vous de confirmer vos vœux. Rassurez-vous, on enverra des messages de récap, en quelque sorte, d'alerte, pour dire attention, il vous reste tant de jours. Et puis je le dis aussi parce que c'est une très bonne illustration pour les parents de l'intérêt de mettre ses coordonnées. Une semaine avant le 2 avril, j'enverrai à chaque candidat une to-do list. Vous voyez, voilà ce qu'il vous reste à faire pour chacun de vos vœux pour compléter votre dossier. Eh bien, les parents qui ont renseigné leurs coordonnées, ils recevront exactement le même message. Et ça vous permet d'avoir une base pour discuter aussi avec votre enfant. Un petit focus sur la slide 25, sur une question qui revient très, très régulièrement, qui est la demande de césure. Qu'est-ce que la césure? La césure, c'est vous pouvez la demander directement dans votre dossier Parcoursup. Évidemment, si vous renseignez cette petite case, oui, je suis intéressé par la césure, je ne donnerai pas cette information aux formations post-bac. Mais si ensuite vous choisissez un établissement, je leur communiquerai. L'établissement recevra votre demande de césure, et alors il n'est jamais obligé de la suivre, mais c'est un droit que vous avez de candidater en quelque sorte. Si jamais l'établissement accorde la césure, qu'est-ce qui se passera? Un, vous serez un étudiant inscrit dans la formation, ce qui vous donnera droit au statut d'étudiant, le cas échéant solliciter les bourses ou les avantages sociaux associés à ce statut. Et puis surtout, le bonus, c'est que la place que vous avez eue dans Parcoursup, que vous n'utilisez pas parce que vous faites votre année de césure, un volontariat social, humanitaire, enfin je ne sais pas, chacun a son projet, eh bien la place sera gardée au chaud pour que quand vous revenez finalement pour reprendre votre formation, vous n'avez pas à repasser par Parcoursup. Évidemment, et c'est moi mon intuition, quand on fait une année de césure, quand on revient, on n'est plus le même que quand on était parti. Ça, c'est assez logique. Et bien évidemment, si vous n'êtes plus intéressé par la voie de formation qui vous avait motivé quand vous étiez lycéen, eh bien vous avez le droit d'en changer et de revenir sur Parcoursup pour faire d'autres vœux. Un petit focus maintenant rapide parce que j'en ai déjà parlé. La lettre de motivation, je rappelle que dans votre dossier, vous avez dans la rubrique pour vous aider une petite vidéo sur la lettre de motivation qui est faite par un collègue qui est directeur d'IUT, qui les lit pour vous redire ce qu'on attend dans une lettre de motivation. Vous avez même une petite fiche précise pour vous aider. C'est d'expliciter sa motivation, ses connaissances, sa compréhension de la formation et son intérêt. Je crois que c'est important. C'est 1500 caractères d'une manière générale, à l'exception des IFI, c'est ce que j'ai mis en rose, où l'importance de la motivation est telle qu'ils ont une demande qui est plus développée. C'est 4500 caractères pour... La lettre de motivation, c'est d'abord personnel. Il faut la renseigner, soigner l'orthographe et le style, éviter les copier-coller, les empreintes formules toutes faites. Vous voyez, c'est ni une dissertation ni un exercice de style, ça doit rester très concret. Et évidemment, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je vous dis ça parce qu'il tombe des cordes à Barcelone où je suis. Mais je connais ChatGPT, je connais les déclinaisons de ChatGPT. Alors évidemment, ça vous fait un truc en 5 minutes. Bon, si ça vous satisfait, c'est votre problème. Ce qu'attendent les enseignants du supérieur, c'est pas ça. Ils connaissent les ChatGPT, ils savent reconnaître une lettre de motivation faite par ChatGPT parce qu'en parallèle, ils ont votre dossier. Donc, vous voyez, quand vous avez une lettre, on dirait du Baudelaire, et qu'à côté de ça, vous avez une note de français dont on s'est très largement éloigné de Baudelaire, vous voyez ce que pense l'enseignant. Donc, et puis encore une fois, ce qu'on vous demande, c'est des choses très concrètes. Par exemple, je suis allé à la journée porte ouverte, j'ai compris pourquoi l'intérêt, j'ai discuté avec des étudiants, des enseignants, et j'ai compris que c'était cette formation qui m'intéresse. Ça change tout. Voilà, c'est quelque chose de concret. Il n'y a pas besoin d'être spécialement un littéraire pour faire ça. Évidemment, moi je sais, hein, il y a des parents, ils font les lettres de motivation de leurs enfants, et c'est même un sport national. Bon, ben voilà, ça. Mais je crois que c'est encore plus productif quand c'est lui qui les fait et que vous l'accompagnez. Encore une fois, c'est pas interdit d'accompagner, enfin, mais et surtout, moi j'insiste, le prof principal, il est aussi là pour accompagner l'élève, pour discuter avec lui. Qu'est-ce qui est intéressant de mettre, qu'est-ce qui est pas intéressant de mettre. Il y a une petite vidéo, il y a une petite fiche dans votre dossier, rubrique parcours pour vous aider. C'est très rapide. Slide suivante, je l'ai évoqué tout à l'heure, la rubrique autres projets. C'est uniquement
Si vous avez d'autres projets, et puis pour nous le signaler comme ça, au moment, si jamais on est amené à vous accompagner, on saura. Ces informations restent confidentielles, ne sont transmises à personne d'autre qu'à Parcoursup. Ça me permet aussi de dire, il peut y avoir des élèves parmi vous qui ont un projet sur Parcoursup et puis un autre projet dans une formation hors Parcoursup ou une formation d'études à l'étranger. Moi, je vous conseille toujours de faire des vœux sur Parcoursup parce que peut-être que vous êtes hyper motivé pour aller à l'université de Francfort, mais peut-être qu'au mois de juin, vous ne le serez plus. Un, parce que ça, vous avez changé d'idée. Deux, parce que vous n'avez pas été pris à l'université de Francfort. Trois, parce que votre petite copine, elle reste à l'université en France. Et puis tout d'un coup, ben, évidemment, vous voulez concilier votre statut d'étudiant avec votre aventure amoureuse personnelle. Et c'est bien légitime. Donc, vous voyez, ne vous dites jamais, je ne fais pas de vœux sur Parcoursup parce que mon projet est 100% béton. Par contre, si jamais vous allez jusqu'au bout de l'université de Francfort et que vous vous inscrivez à Francfort, bah, désinscrivez-vous de Parcoursup. Ça ne sert à rien de garder des vœux et des places sur Parcoursup alors que vous n'irez pas. Slide suivante, la rubrique activité centre d'intérêt. Vous renseignez les informations qui ne sont pas liées à votre scolarité et qui peuvent apporter un élément d'information utile aux formations post-bac. Vous avez une activité extrascolaire, vous êtes un éco-délégué, vous êtes un délégué de classe, vous êtes un délégué académique siégeant au conseil académique de la vie lycéenne, vous avez fait des stages, vous avez une pratique culturelle et sportive. Tous ces éléments-là ont de l'intérêt. Vous savez, parfois, on est lycéen, on dit, qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je sais être lycéen. Non, vous savez sans doute faire plein d'autres choses. Certains d'entre vous maîtrisent une langue étrangère parce que c'est celle de votre famille d'origine. C'est un vrai atout. Vous n'avez pas appris à l'école, mais c'est un atout que vous pouvez valoriser pour vous démarquer, mais surtout pour parler de vous. Vous avez une activité sportive intense, et bien ça veut dire aussi pour les enseignants du post-bac que vous savez conjuguer deux emplois du temps exigeants. Après, je le dis parce qu'il faut se raisonner, ne courez pas samedi midi vous inscrire au poney, au violon ou au piano. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de course de vitesse, ça n'a aucun sens. C'est simplement, est-ce qu'il y a des choses, c'est pour vous aider à réfléchir à votre propre parcours, qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez. Vous aimez des activités, je ne sais pas moi, littéraires, vous aimez lire, etc. Tout ça montre aussi à des formations post-bac que bah, l'école, c'est super important pour vous, mais que vous avez d'autres centres d'intérêt. Et c'est ça qui est aussi intéressant à savoir. Attestation sur la rubrique suivante, attestation de passation du questionnaire en droit, je l'ai évoqué tout à l'heure, un questionnaire obligatoire dont l'attestation de passation devra être à téléverser, télécharger sur le site de l'OICEP et à joindre dans son dossier Parcoursup avant le 2 avril, 23h59. Slide suivante de synthèse et qui permet aussi de répondre à la question qui a été posée tout à l'heure au moment où on a fait notre petite pause. Voilà le résumé des éléments transmis sur Parcoursup, puis je ferai un petit focus sur les bulletins et sur la fiche à venir. D'abord, les éléments scolaires qui sont à droite, vous le voyez sur l'année de première et de terminale, et puis des informations de parcours spécifiques. Vous êtes dans une section européenne ou binationale, vous êtes dans un bac français international, vous participez à une cordée de réussite, et même cette année, c'est une nouveauté, on y ajoutera la certification des compétences numériques PIX que vous passerez dans votre lycée avant le 7 mars, et bien elles seront remontées pour nourrir votre dossier Parcoursup. Et puis à gauche, ce que l'on a vu, la rubrique activité centre d'intérêt, la lettre de motivation, spécifique, et puis je reviendrai, la fiche à venir renseignée par votre lycée. Si on passe à la slide suivante, je fais le petit focus sur le bulletin scolaire. Dans les bulletins seront montés la moyenne de l'élève par discipline, le positionnement de l'élève dans son groupe plutôt que dans la classe, parce que vous savez, depuis la réforme du lycée, on parle plus par groupe que par classe en tant que telle, les appréciations trimestrielles ou semestrielles selon l'organisation des différents lycées pour chaque enseignant dans sa discipline. Attention aux fake news, je vous dis, moi, il y a 2 ans, j'ai eu une peur panique dans un territoire parce qu'on pensait que Parcoursup remontait les décomptes des absences et le montrait aux profs du sup. Ça n'est pas le cas. Donc, pas d'inquiétude inutile. Sauf cas particulier sur les bulletins, vous n'avez pas de saisie à réaliser. Les éléments sont remontés automatiquement par votre lycée vers Parcoursup et vous pourrez, début avril, les vérifier. Parcoursup vous enverra un message en disant « ça y est, votre lycée a remonté les données, allez les vérifier. En cas d'erreur, vous faites un signalement
au chef d'établissement et lui remontera la note correcte dans votre dossier Parcoursup. Mais je vous assure, c'est assez rare qu'il y ait des erreurs. On utilise les mêmes données qui sont celles dans Pronote ou d'autres logiciels d'éditeurs qui servent à faire le bulletin auprès du lycée, elles servent aussi pour Parcoursup. À noter, vous ne pourrez pas confirmer vos vœux tant que votre bulletin scolaire du deuxième trimestre ou premier semestre n'est pas remonté dans votre dossier. Parcoursup vous le dira. Donc évidemment, c'est important avant le 2 avril de bien être attentif. Et là, du coup, d'où l'importance aussi des messages que j'envoie et qui sont envoyés aux parents qui ont renseigné leurs coordonnées dans le dossier Parcoursup de leur enfant. Dernier élément, c'est la fiche à venir. Alors, on l'a évoqué, je l'ai évoqué tout à l'heure quand on voyait de manière illustrée quel type d'informations sont dans le dossier Parcoursup. La fiche à venir, elle est renseignée par l'équipe du lycée. À l'issue du deuxième conseil de classe, les enseignants vont le renseigner et avec toujours une logique de bienveillance et de confiance dans les lycéens, mais aussi une logique de vérité. C'est bien la fiche à venir, une forme d'information donnée par les formations du lycée, les enseignants du lycée vers les équipes d'enseignants du supérieur. Elle sera versée directement dans votre dossier. On y retrouve des appréciations spécifiques de professeurs par discipline lorsqu'elle est distincte de celle du bulletin. C'est-à-dire que quand il y a l'appréciation du bulletin, de toute façon, elle figure déjà dans le bulletin. Mais s'il y a des appréciations spécifiques, il peut y avoir ça dans certains lycées où on se dit qu'à l'issue du deuxième conseil de classe, je veux porter une information sur ma discipline directement aux enseignants du post-bac. Ben voilà, la fiche à venir peut le répertorier. Il y a les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales, la méthode de travail, le centre de l'engagement. Il y en a 4 dans lesquels il donne une appréciation qui est utile pour les formations post-bac. Et puis, il y a l'avis du chef d'établissement, qui est un avis sur chacun des vœux formulés, sur la capacité à réussir. Et l'appréciation du chef d'établissement, elle n'est pas lui tout seul, elle est aussi à l'issue des conseils de classe et de la discussion avec les équipes, et elle peut être variée, différenciée selon, j'allais dire, la cohérence entre votre parcours au lycée et puis les vœux que vous voulez faire. La fiche à venir, elle est renseignée et transmise par les lycées à Parcoursup début avril. Vous ne pourrez pas consulter les éléments d'appréciation faits par vos professeurs et votre proviseur tout de suite. Vous pourrez les consulter à partir du 2 juin. L'objectif, c'est qu'on veut finalement laisser les enseignants en paix, éviter d'avoir la pression des élèves ou des parents, parce qu'on n'est pas naïf non plus. Mais je vous le dis, rassurez-vous, moi, je n'ai jamais vu en 8 ans de situation dans laquelle ce qui est renseigné dans la fiche à venir est absolument inconnu de la part de l'élève et de ses parents. Il n'y a pas de mystère. Il y a un moment, c'est le fruit aussi du dialogue qui a existé entre les élèves et l'équipe pédagogique et éducative du lycée. 2 dernières slides avant de prendre des questions. D'abord, un focus sur l'accompagnement des candidats en situation de handicap. Alors, je le dis, on a dû mettre en ligne, ou on va le mettre en ligne sur le site Parcoursup. Il y a un espace sur les lives dans lequel vous pouvez retrouver les lives qu'on en a fait. J'en ai fait un mercredi à 14h dernier avec l'ONICEP et une association qui s'appelle Droit au savoir, qui était dédiée à la question de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Donc, on reproduit le lien de l'enregistrement de cette session de manière à éclairer tout le monde. Il y a aussi sur le site parcoursup.gouv.fr une page dédiée à la question de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. N'hésitez pas à la consulter. D'une manière générale, quelques informations que je vous donne à tous là. 1, il n'y a jamais aucune obligation de déclarer un handicap sur Parcoursup. Moi, je m'occupe sur Parcoursup des lycéens qui veulent aller dans l'enseignement supérieur, peu importe leur spécificité. Et je crois que c'est important, on n'est jamais obligé de le dire. 2, rappel important, la discrimination à raison du handicap est interdite par la loi. Le handicap ne peut jamais être un critère pour vous exclure d'une formation. C'est important de le dire. 3, vous avez, je l'ai indiqué tout à l'heure au tout début de mon propos, dans la rubrique contacter et échanger avec l'établissement, vous avez un référent handicap. Je crois que c'est très précieux pour les parents qui sont confrontés à cette question-là. Échanger directement sur les modalités d'aménagement d'études, sur les modalités d'aménagement d'accès. Vous savez, il y a plusieurs types de handicaps, le visuel, le son, enfin voilà, chacun peut avoir des modalités d'aménagement. Nous avons prévu dans Parcoursup une fiche de liaison. Cette fiche de liaison, elle peut être renseignée directement dans le dossier Parcoursup. Elle est dans le besoin particulier, dans le chaîne d'inscription. Je pense que vous l'avez vu. On peut d'ailleurs la renseigner
tout au long de la procédure Parcoursup. Les informations que vous allez y renseigner, si ceux qui sont en situation de handicap souhaitent le faire, c'est une information sur voilà les types d'aménagements dont j'ai bénéficié au lycée. L'objectif, c'est jamais de transmettre cette fiche de liaison vers les formations post-bac au moment où elles examinent le dossier, puisque je l'ai dit, la discrimination en raison du handicap est interdite. Donc, ce n'est pas un critère. Donc, cette information, ils n'ont pas à l'avoir. Par contre, si le candidat a ensuite choisi un établissement, il peut demander à Parcoursup de transmettre automatiquement toutes les données renseignées dans la fiche de liaison vers le référent handicap de l'établissement que vous avez choisi. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre que se nourrisse un dialogue entre le référent handicap et vous, la famille et les lycéens, pour préparer le plus tôt possible et le mieux possible l'arrivée et la rentrée étudiante dans l'établissement. Ça serait trop dommage d'attendre le jour de la rentrée pour découvrir qu'il y a des difficultés, soit dans les modalités d'aménagement ou d'études. Donc voilà, tout ça s'anticipe. À partir du 2 juin 2025, pour les candidats qui sont en situation de handicap, imaginons qu'ils n'ont pas eu de proposition, imaginons que la formation qu'ils ont reçue ne permet pas des aménagements qui lui sont nécessaires pour poursuivre ses études. Imaginons qu'un candidat en situation de handicap a des obligations de soins qu'il ne peut satisfaire que s'il se situe en proximité d'un établissement de soins. Ou imaginons, parce que j'ai déjà eu le cas, c'est un jeune qui a un handicap mental et qui a des besoins de se trouver en proximité de sa famille parce que ça participe à sa réassurance, eh bien, on peut demander au recteur un coup de pouce, un coup de main. Il peut réexaminer le dossier, examiner le dossier de manière à finalement trouver la solution la plus adaptée pour ces candidats-là. Généralement, cette situation-là, elle concerne de l'ordre de 400 à 500 étudiants chaque année, ce qui veut dire deux choses. Un, que c'est assez limité par rapport au nombre de ceux qui sont en situation de handicap. Donc, ça veut dire que les autres passent dans le filtre Parcoursup sans difficulté. Deuxième chose importante, ça veut dire que ce sont souvent des cas plus durs, plus difficiles, et ils sont examinés de manière très spécifique par les recteurs. Voilà ce que je voulais ajouter. Slide 34, s'il vous plaît, pour une visibilité sur la deuxième date limite, le 2 avril 2025, 23h59 heure de Paris. Dernier jour pour compléter son dossier et confirmer les vœux. Si je fais un petit résumé, vous êtes intéressé, je vais prendre une question qui a été évoquée tout à l'heure, vous êtes intéressé par la licence d'histoire, le vœu, il faut le formuler avant le 13 mars. Imaginons que dans cette licence d'histoire, les responsables de formation ont demandé une lettre de motivation. Vous devez non seulement compléter votre lettre de motivation avant le 2 avril, et puis ensuite, vous devez confirmer votre vœu avant le 2 avril. Le 3 avril, il sera trop tard. Moi, j'ai une date limite. Alors, après, vous savez, on est aussi habitué sur Parcoursup à des accidents de parcours parce que, je ne sais pas moi, le 2 avril, vous avez été hospitalisé et puis vous n'avez pas eu le temps. Voilà, il y a une messagerie contact dans Parcoursup pour échanger, pour expliquer sa situation, pour dialoguer avec les équipes de Parcoursup. Je vais vous faire une confession qui n'en est pas une. Dans les équipes Parcoursup, il y a plein de parents qui sont des parents qui ont leurs enfants sur Parcoursup. Donc, ils sont aussi soucieux de la prise en compte de situations spécifiques que vous l'êtes vous-même. Donc, on n'est pas vous voyez, on n'est pas hors sol. On dialogue en permanence avec aussi les parents d'élèves, évidemment, pour ajuster au mieux et tenir compte de situations. Après, il faut fixer une règle, et d'où l'importance, je le redis une dernière fois, quand les parents renseignent leurs coordonnées, moi, avant le 2 avril, j'aurai eu l'occasion de faire plusieurs rappels pour rappeler les dates, pour rappeler les échéances. Voilà, c'est un temps à passer. Mais si je ne mets pas de limite et je ne mets pas de date, vous savez, bah, c'est comme pour tout. Il y a des gens qui seront toujours à la dernière minute. Et il restera. Attendez pas la dernière seconde. Je vous dis ça, mais moi, vous savez, le 2 avril à minuit, j'aurai encore 30 000 candidats qui sont en train de faire leur dossier. Donc voilà, ils prennent des risques eux-mêmes, ils se mettent en stress eux-mêmes. Donc voilà, essayez d'organiser votre temps de manière à ce que vous puissiez arriver à l'heure, ni trop en avance, mais surtout pas en retard. Voilà, on se prend quelques questions sur cette phase complémentaire, enfin, en tout cas de cette illustration complémentaire, s'il y a des questions qui vous viennent avant d'attaquer la dernière étape. Alors oui, il y a pas mal de questions. Quels sont les avis possibles sur la fiche à venir sur chaque vœu? Quels sont les, pardon? Les avis possibles sur la fiche à venir pour chaque vœu.
Est-ce qu'il y a Bah, des avis ou pas? les avis, c'est pas des avis qui sont faits pour être négatifs, si c'est la question induite ou sous-jacente. Mais c'est des avis qui peuvent être plus ou moins, vous voyez, très favorables ou favorables. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir une appréciation. Encore une fois, vous faites la cohérence ce qui va guider les équipes enseignantes et puis, enfin, le proviseur surtout, c'est votre capacité à réussir. Donc, c'est l'appréciation de votre capacité à réussir en regard, un, de votre parcours et deux, des exigences des formations que vous demandez. Alors, toujours par rapport à cette fiche, comment ça se passe dans le cadre d'une réorientation? Est-ce qu'il faut contacter l'établissement ou est-ce qu'on conserve celle Non. qu'on en avait? Alors, deux choses peut-être. Pour un étudiant qui était passé l'an dernier sur Parcoursup, donc qui était lycéen de terminale l'an dernier, lorsqu'il va créer son dossier candidat 2025 à partir du compte qu'il avait déjà, puisqu'il avait déjà créé un compte l'an dernier, eh bien, les données de l'année de -1 seront automatiquement rapatriées. Il y aura des éléments de fuite à venir, mais évidemment pas l'appréciation de du proviseur, puisque l'appréciation du proviseur, elle est faite vœu par vœu. Par contre, pour les étudiants en réorientation, il y a ce qu'on appelle une fiche de suivi. Cette fiche de suivi est facultative, mais lorsqu'elle est renseignée, elle doit être renseignée avec des spécialistes de l'orientation du service public. Je pense notamment pour un étudiant qui est à l'université, d'aller faire cette fiche de suivi avec le spécialiste de l'orientation au service universitaire d'orientation et d'insertion. Il y en a dans toutes les universités. L'objectif, c'est quoi? C'est finalement de permettre qu'il y ait un dialogue de l'étudiant avec un service de professionnels qui ne sont pas des coachs. Hein. Moi, je suis là, pas là pour vous parler de coach, je vous parle du service public, qui fournit gratuitement un conseil et pour finalement pousser l'étudiant à expliquer sa réorientation. Parce que quand on se réoriente, et encore une fois, on a le droit, il n'y a aucun drame, on peut choisir un nouveau parcours, mais ce qui est important, c'est bien de comprendre qu'il faut expliquer ce projet. Est-ce que c'est vous avez trouvé votre voie? Est-ce que vous avez éclairé? Et tout ce que vous apporterez comme information est utile. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce problème de positionnement par rapport à l'élève, par rapport à la classe ou au groupe? Oui, en fait, le positionnement, c'est quel est le rang, en quelque sorte, de l'élève dans son groupe. Dans son groupe, je crois que c'est important parce que ça permet aussi de relativiser. Vous savez, s'il y a un lycée dans lequel vous avez votre moyenne, c'est de 20 sur 20, mais qu'on voit que tous les élèves de la classe ont 20 sur 20, c'est pas la même chose que si vous avez 20 et que la moyenne de la classe est à 8. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une manière de donner, de relativiser une note au regard d'un positionnement. Je crois que ça fait aussi partie des informations que l'on apporte et qui sont importantes pour éclairer les formations post-bac. Est-ce que les résultats du second semestre de terminale apparaissent sur Parcoursup? Est-ce qu'ils sont pris en Alors, compte? ils, ils seront pris en compte et apparaîtront, mais évidemment pas au moment de l'examen des vœux. C'est-à-dire que, par définition, le deuxième semestre, ben, il se terminera en juin, et c'est en juin qu'il sera remonté dans Parcoursup. Il pourra servir, le cas échéant, pour la phase complémentaire. On en parlera quand on se verra à la fin du mois de mai. Mais pour l'examen des dossiers qui a lieu en avril, par construction, le deuxième semestre n'est pas pris en compte, de la même manière que le troisième trimestre n'est pas pris en compte au moment du mois d'avril. Par définition, on est encore en cours de troisième trimestre et il n'est pas terminé. Est-ce qu'il faut joindre des certificats de CNU, de BAFA, enfin Non, d'activités que l'on a fait? la logique dans Parcoursup, c'est que vous puissiez le renseigner, mais que vous n'avez pas à transmettre des pièces jointes, parce qu'autrement, c'est l'enfer. Tout le monde demandera un certificat. Vous savez, pour les plus anciens d'entre nous, et je me mets dedans, existait à l'époque, moi, il y avait les attestations certifiées conformes à l'original par votre mairie. Et alors, on courait à la mairie tous les 4 matins pour mettre un tampon. Ça n'a jamais servi à rien. Donc, c'est pour ça que ça a été supprimé d'ailleurs. Donc, nous, c'est pas de certificat. Par contre, évidemment, j'encourage deux choses. Et chaque candidat qui s'inscrit sur Parcoursup signe une charte candidat dans laquelle il s'oblige à la sincérité. Donc, en gros, on ne se raconte pas une vie plus belle qu'elle n'est. Et la deuxième chose, c'est que l'université peut demander au moment de l'inscription, mais l'université ou un autre établissement peut demander au moment de l'inscription que vous produisiez les certificats dont vous avez fait valoir. Vous avez dit que vous aviez un BAFA, puis à la fin, finalement, vous n'en avez pas. Ben, peut-être que l'établissement pourra refuser l'inscription, elle pourra me le signaler, et à ce moment-là, je constaterai une fraude et on reviendra sur la proposition d'admission que vous aviez eue. Il y a un devoir de sincérité.
Une CPGE nous a conseillé de s'inscrire à l'université en parallèle pour avoir une équivalence en cas de changement de parcours. Alors, Il faut... ouais, je précise, en fait, pour toute inscription en CPGE, il y a une inscription parallèle à l'université. Ce n'est pas un conseil, c'est en fait une obligation. Et donc, comment ça Mais se passe? c'est une inscription qui est purement, entre guillemets, administrative. Vous ne faites pas un vœu à l'université en parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le jour où vous inscrivez dans la CPGE-A, vous avez une forme d'inscription en parallèle à l'université de rattachement de cette classe prépa. Mais c'est pas vous qui avez à le faire en tant que tel. C'est au moment où vous ferez l'inscription, on vous dira que vous avez une inscription. Ça vaut pas que sur les classes prépa. D'ailleurs, par exemple, quelqu'un qui s'inscrit dans un établissement, une école d'infirmière, donc les instituts de formation en soins infirmiers, eh bien de la même manière, il est inscrit de manière administrative à l'université de rattachement de cet institut de formation. D'accord. Est-ce que avant la confirmation des vœux, l'établissement doit déposer donc les notes? Est-ce qu'on a l'information? Est-ce qu'on a l'information Oui, de ce dépôt des notes? non seulement vous aurez l'information, mais vous les verrez en plus. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si jamais vous deviez vous apercevoir d'une erreur, bah, vous le signalez à votre établissement. Il peut même y avoir une situation, vous voyez, les établissements ont jusqu'à, je crois que c'est le 28 mars, mais je ne suis pas sûr, en tout cas c'est fin mars, ils ont jusqu'à la fin mars pour rentrer les notes. Si moi je Est-ce qu'on peut... constate que... Pardon. Comment? Non, non, allez-y. Je Ah, croyais que vous pardon. aviez fini. Si je constate qu'il y a des établissements qui n'ont pas encore fait ou fini le travail, j'ouvrirai la possibilité pour chaque lycéen de renseigner les notes à la place de, parce que parfois il peut y avoir un problème dans un établissement, mais si l'établissement finit le lendemain, ben, les notes rentrées par l'établissement écraseront les notes renseignées par le lycéen parce que ce sont des notes certifiées par votre établissement scolaire. Mais d'une manière générale, pas d'inquiétude, ça sera fait en temps et en heure. On est en dialogue direct avec les établissements pour que chacun remonte les notes et que vous ayez un ordre d'idée, parce que c'est une opération de grande envergure. Parcoursup remonte 40 millions de notes chaque année. On en revient au groupe. On a une question. Qu'est-ce qu'un groupe? Et également, est-ce que donc le positionnement, est-ce qu'il se fait sur la matière, par matière ou sur la note Oui, globale? non, non, c'est par matière, c'est par discipline. Et justement, ça rejoint le groupe. C'est-à-dire que vous êtes dans un enseignement de spécialité, ça constitue un groupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est enfin, le monde était plus, je ne sais pas s'il était plus simple, s'il était mieux, mais il était où vous aviez une unité qui était la classe. Sauf qu'aujourd'hui, dans la classe, vous pouvez très bien avoir des élèves qui ont des groupes d'enseignement différents. Et donc, si on continuait à faire une moyenne dans le groupe, dans la classe, alors que les élèves ont des enseignements différents, ça n'aurait plus beaucoup de sens. Dans le cas d'une année d'échange à l'étranger entre la première et la terminale, le lycée a inscrit l'élève en tant que redoublant de terminale. Comment justifier que l'élève n'était pas présent au lycée pendant cette année d'échange et quelles notes seront envoyées dans le dossier Parcoursup? Et Quelque chose de sais bien pas, précis. je sais pas répondre à une question aussi technique au sens précis. Demandez à votre établissement, il vous dira, parce que c'est sans doute pas la première fois qu'il le fait, mais en tout cas, il vous renseignera. L'objectif, en tout cas, c'est de pénaliser personne. Pour s'inscrire à un concours, est-ce qu'il faut absolument choisir une école qui est rattachée à ce concours? Je vous dirais que la Ce réponse est sont dans des la questions question. pièges, hein. Voilà, ou soit il y a un truc que j'ai pas compris, soit la réponse est dans la question. C'est-à-dire que vous avez un concours qui, dans Parcoursup, identifie un certain nombre d'écoles qui lui sont rattachées. Il faut évidemment choisir une école. Vous ne pouvez pas faire le concours si vous n'êtes pas intéressé par les écoles du concours. Enfin, il doit y avoir un truc que je ne comprends pas dans la question qui doit être plus fin. De toute façon, si vous avez un doute, vous prenez contact avec le responsable du concours et il vous expliquera comment ça marche. Est-ce qu'une formation CPES est-elle sélective ou pas? Donc, elles sont sélectives, les CPES. Les CPES, je le dis pour tout le monde, ce sont des formations qui associent une licence universitaire avec des classes prépa. Est-ce que De j'en toute reviens façon, à la fille? si vous avez Oui. un doute, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette information sur le caractère sélectif ou non sélectif, ça figure sur la petite encadrée de la formation CPES. Mon fils a été accepté dans une école alors COP d'ostéopathie. Faut-il tout de même compléter Parcoursup? Alors, encore une fois, c'est un choix qui vous appartient. Si vous avez une certitude
d'accéder à une formation au mois de juin, puis c'est vraiment, enfin au mois de septembre prochain, et puis que c'est la formation qui intéresse votre fils, etc., allez pas sur Parcoursup parce que sa décision est déjà formulée. Si vous voulez vous ménager une deuxième hypothèse, une possibilité, on ne sait jamais, finalement, ostéopathie, ça n'intéressera plus, etc., ben, inscrivez-vous sur Parcoursup et puis vous voyez à la fin comment évolue le projet de votre fils. Des questions par rapport à la PASS, par exemple. Pour la PASS, par exemple, si la mineure est différente, est-ce que cela compte 2 vœux ou un Non. seul? En fait, quand vous choisissez une passe, vous devez choisir des spécialités, en quelque sorte des mineurs. Passe droit, passe SVT, passe, je ne sais pas quoi, physique. Ça ne compte pas en tant que tel, ce sont des spécialités pédagogiques qui font la mineure. Après, mon conseil de ce point de vue-là, c'est ça ne sert à rien d'arroser à droite à gauche, vous voyez ce que je veux dire? Choisissez des mineurs qui correspondent à ce que vous aimez, parce que si jamais vous ne réussissez pas votre première sélection au terme de l'année de passe, vous allez être basculé en deuxième année dans la spécialité de la mineure. Donc si vous avez pris passe philosophie et puis qu'en fait la philosophie, ça ne vous intéresse pas du tout, vous êtes piégé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes piégé tout seul. Donc faites les choix de mineurs en fonction de ce qui vous intéresse. Est-ce que les prépas médecine sont dans Parcoursup? Non, parce que dans Parcoursup, on ne propose des formations uniquement qui conduisent à un diplôme. Pas les prépas, ni les prépas infirmières, ni les prépas ou autres. Ma Vous fille n'êtes jamais postule obligé de faire des prépas, hein, je voudrais vraiment le dire, parce que si les formations sont Parcoursup, c'est qu'elles sont accessibles dès le post-bac. Ma fille postule à un BUT proposant 2 formations différentes avec une nette préférence pour une des 2, celle en forte tension. Est-ce que les vœux sont analysés de façon distincte ou y a-t-il un risque qu'elle soit prise dans la formation moins demandée plutôt que dans celle qui est plus demandée En et fait, qui intéresse cette jeune fille? les vœux sont analysés de manière complètement distincte. C'est-à-dire que si vous avez fait un vœu à l'IUT de Brest et puis un autre à l'IUT de Vannes, le responsable de Vannes ne communique pas avec celui de Brest et réciproquement. Deux, est-ce que vous avez, enfin, je ne sais pas si c'est un risque, mais d'être pris, ben, ça sera en fonction des autres candidatures, combien il y aura de dossiers dans l'un, combien il y aura de dossiers dans l'autre. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de toute façon toujours à diversifier. Et parce que du coup, moi, je vous invite à revenir quand on aura notre temps d'échange avec les collègues de la PEP à la fin du mois de mai. On verra quand on sera en fin de mai, on étudiera ça. C'est-à-dire que si vous avez, imaginons que votre fille, elle a d'abord la proposition qui l'intéresse un peu moins, qui était la proposition de secours, eh bien, elle peut l'accepter. Puis si jamais, quelques jours après, elle reçoit la proposition sur celle qui l'intéressait le plus, eh bien, elle pourra changer d'avis et accepter celle qui l'intéresse le plus. Mais au moment où vous formulez vos vœux, pardon, avant le 13 mars, vous avez intérêt à élargir votre spectre, ne pas vous contenter de choisir uniquement des formations qui sont les plus demandées. Je reviens au début de la présentation. Vous parlez parfois de rarement ou occasionnellement. On vous demande à quel pourcentage ça correspond. Rarement, c'est entre 0 et 5%. Occasionnellement, c'est entre 5 et 20. Régulièrement, c'est entre 20 et 50. Et ensuite, vous avez plus de 50 et plus de 80. Quelque chose qui va vous plaire. Certaines formations proposent également de candidater en direct sur dossier. Que recommandez-vous dans ces situations? Faut-il économiser un vœu Parcoursup ou de faire apparaître ces formations dans Parcoursup car la primeur est accordée à ce canal de candidature? Alors, si vous avez une formation qui joue un double jeu, vous voyez, qui à la fois est sur Parcoursup, il vous dit de faire quelque chose autre parcours, en dehors de Parcoursup pour les mêmes places, vous me remontez l'information. Vous savez, il y a une messagerie contact et vous dites que vous trouvez ça un peu étrange. Et nous, on rappellera aux formations le respect des règles. Quand on met des places sur Parcoursup, il y a un principe d'exclusivité. Il est absolument interdit de vendre, entre guillemets, ces autres places ailleurs. Et puis, si jamais la formation avait du mal, vous voyez, à entendre que la règle, ou à la respecter, on a les moyens d'aller jusqu'à exclure cette formation de Parcoursup.
Pour dire les choses de manière imagée et assez simple, Parcoursup, ça n'est pas Amazon. Mon but, c'est pas de vendre, permettre à des gens de vendre des choses. Mon but, c'est de permettre à des lycéens de faire des vœux et de construire leur avenir. C'est un peu différent. J'ai une précision par rapport à cette question de concours. Ma question n'était pas suffisamment détaillée. Je pensais qu'on pouvait rechercher un concours, par exemple Avenir, puis sélectionner une école. Et c'est bien ça, en fait, que vous faites de facto. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez chercher une école, je vais dire, voilà, je pense avoir mieux compris la question. Souvent, parfois, on connaît les écoles, on ne connaît pas le concours. Mais quand vous allez formuler un vœu sur l'école A, et que si cette école-là est rattachée à un concours, Parcoursup vous enverra immédiatement vers le concours en disant cette école est rattachée à ce concours et vous avez la possibilité de choisir d'autres écoles qui se relèvent de ce même concours. Voilà. Je pense que j'ai mieux compris la question de monsieur ou madame pour essayer d'y répondre. Donc, et encore une fois, c'est une facilité parce qu'il y a parfois, les gens connaissent les écoles, mais pas le concours auquel il est rattaché. Alors, on en revient au groupe. Comment peut-on connaître la moyenne du groupe? Est-ce qu'il faut demander au lycée? Mais oui, ce sont des informations qui sont des informations qui sont calculées, qui sont transmises par les lycées. Mais encore une fois, c'est de l'information pour les formations post-bac. Enfin, ça vous apportera rien à vous, hein. Est-ce qu'on peut revenir sur le comptage, notamment pour les passes? Apparemment, la personne a du mal à comprendre le comptage des Les vœux et passes des en sous-vœux en Île-de-France, passe. ouais. Est-ce qu'on En peut fait, candidater en passe dans toutes les facs de France? alors, vous pouvez candidater en passe dans toutes les universités de France. Simplement, vous serez prioritaire dans la passe qui correspond à votre secteur géographique, on l'a évoqué. Il y a une spécificité en Île-de-France où il y a plusieurs universités, vous le savez, et il y a 5 universités qui proposent des passes. Si jamais on n'avait pas fait de sous-vœu, globalement, un gamin qui voulait faire toutes les universités d'Île-de-France, il avait déjà consommé la moitié de ses vœux, 5 sur 10. Vous avez bien compris. Comme on permet exceptionnellement en Île-de-France que le pass corresponde à un vœu et que les établissements correspondent à un sous-vœu, quand ce même garçon ou fille souhaite faire des vœux sur l'ensemble des passes de l'Île-de-France, il fait un vœu pass et ensuite il peut choisir parmi les 5 établissements. Ça lui fait 5 sous-vœux, mais vous voyez bien qu'il a consommé qu'un vœu sur le pass et qu'il en a encore 9 à côté. Quelque chose de bien précis, le DNMEI de Saint-Étienne propose une prépa hors Parcoursup alors que c'est une école publique. Est-ce qu'il n'y a pas de statut étudiant dans ce cas? Oui, il n'y a pas de statut étudiant, moi je vous encourage pas. Les DNMAT n'ont pas à vous proposer des prépas, ils prennent des élèves post-bac. Il n'y a pas besoin de faire de prépa. Vous savez, je crois que c'est important parce que autrement, il y a une espèce de chacun se prépare un an de plus. Sauf que c'est une année qui est coûteuse, sauf que c'est une année sans diplôme. Et vraiment, pour travailler beaucoup avec les DNMAT sont des formations accessibles post-bac. Il n'y a pas lieu de faire des années de préparation. Alors, une dernière question, mais c'est moi qui vais répondre. Le support du webinaire et le webinaire sont disponibles sur le centre ressources de la fédération et sur la chaîne YouTube de la fédération. Je vous laisse continuer. Ouais, voilà, je termine en Merci. 4-5 minutes. C'est ça. On passe à la suite. D'abord, sur la slide 36, un petit rappel, qu'évidemment, pour que vous l'ayez bien tous en tête, mais normalement, avec tout ce que j'ai dit, vous l'avez bien compris. Donc, si on arrive à la slide 36, ça n'est pas Parcoursup qui décide de l'affectation des lycéens, ce n'est pas davantage un algorithme de Parcoursup qui fait le classement et qui décide de l'affectation. Les candidats ont leur liberté de choix et on la garantit. Ils peuvent garder des vœux en attente. On aura l'occasion d'y revenir au mois de mai et ils ont toujours les derniers mots. Slide 37, Parcoursup ne fait pas le classement, mais Parcoursup prend en compte des priorités nationales, vous décidez par la loi, priorité accordée aux lycéens boursiers pour accéder à des formations, y compris les plus sélectives, priorité à travers, par exemple, les places priorisées pour les lycéens professionnels et technologiques, pour aller pour les uns en BTS, pour les autres en bac technologique, pour une raison simple, c'est que ce sont les formations les mieux en continuité avec leur parcours au lycée et donc dans lesquelles ils ont les meilleurs taux de réussite. Slide 38, quelques éléments de synthèse.
de conseils en quelque sorte. D'abord, prendre connaissance du calendrier, des modalités de fonctionnement de la plateforme, les petites vidéos tutos, je vous ai dit, l'espace pour vous aider directement dans le dossier de candidat avec beaucoup d'informations très riches. Deux, anticiper, n'attendez pas la dernière minute pour préparer votre projet. Ça vaut pour les élèves de terminale, mais aussi pour les parents qui sont avec nous ce matin, qui ont un enfant en seconde ou en première. Toutes les données de Parcoursup peuvent vous aider à réfléchir en amont. Faites les vœux pour les formations qui vous intéressent, sans autocensure. Pensez à diversifier ces vœux et évitez d'en formuler qu'un seul. C'est vraiment des règles d'or sur Parcoursup. Ne restez pas tout seul avec vos questions. Évidemment, votre participation ce matin témoigne du fait que vous avez bien compris ce message. Mais au-delà de ce qu'on fait ce matin, il y a à la fois des journées portes ouvertes, il y a des lives sur Parcoursup pour répondre à des questions techniques, des questions thématiques, des questions très générales. On en fait beaucoup. Tenez-vous au courant. On a même un canal WhatsApp d'actualité que vous pouvez retrouver sur WhatsApp, dans lequel on diffuse beaucoup d'informations. Préparez-vous aussi à la phase d'admission. La phase d'admission sera une phase de choix, on aura l'occasion de le dire. Évidemment, vos enfants, ce qu'ils détestent le plus, c'est choisir. Mais à la fin, il faut bien choisir. Et rassurez-vous, et c'est une manière aussi de se détendre, personne ne joue sa vie sur Parcoursup. Parcoursup, c'est une première étape, un premier choix. On a le droit de se réorienter, il faut insister là-dessus. On peut changer de vie. J'imagine que dans tous les parents qui sont derrière leur écran ce matin, il y en a beaucoup qui ont une grande variation entre le point d'entrée qu'ils ont eu et le point de sortie. Moi, je vous témoigne de mon histoire à moi. J'ai fait une licence d'histoire, je me suis réorienté en droit, j'ai fait des concours administratifs, je suis rentré travailler au ministère de l'Intérieur, j'ai travaillé pour les ministères sociaux, au ministère de l'Éducation nationale, je suis au ministère de l'Intérieur. Il n'y a aucune ligne droite dans ce parcours-là. Néanmoins, c'est le mien. Voilà. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens dans ce même situation. Slide 39, pour vous rappeler des éléments importants. Vous n'êtes pas seul, il y a des services. Le numéro vert de Parcoursup qui est ouvert toute l'année, accessible depuis les Outre-mer, accessible depuis l'international. La messagerie contact directement depuis le dossier. Les réseaux sociaux sur lesquels on est très présent et on fait beaucoup d'informations. Et puis ce canal d'actualité WhatsApp que j'indiquais, dans lequel, évidemment, sans doute pour les parents, les jeunes sont moins WhatsApp que d'autres, mais pour avoir de l'information qui pousse pour se rappeler des grandes échéances de Parcoursup. Voilà, j'en ai terminé de cette petite présentation. Alors, j'ai pas beaucoup de questions. Ouais. On a été quand même assez exhaustif. Je regarde quand même si est-ce que je peux rappeler le lien de la fédération? Donc ça, je vais vous le remettre, non, je vais vous le donner, c'est pep@pep.asso.fr et c'est, pareil sur YouTube, il faut chercher, fédération PEP. Si on n'a pas choisi l'exemple de la licence droit, est-ce qu'on fait une autre formation en attendant ou peut-on l'an prochain repostuler une licence droit Oui, si on n'est pas, pris? oui, oui. Les seules choses, les seules interdictions de réorientation, c'est quand on a déjà fait une première année de préparation aux études de médecine, on n'organise pas de redoublement. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas retenter plusieurs fois. En fait, on a le droit de tenter plusieurs fois l'accès au concours médecine, mais dans la progression de son parcours, pas en redoublant chaque année. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pensais pouvoir choisir 2 questions finalement qui se rajoutent. Je pensais pouvoir choisir une CPGE et avoir la liste de toutes les CPGE qui proposent la formation que je souhaitais faire. Est-ce qu'il En y a fait, un lien finalement? Est-ce qu'il y a un renvoi, En fait, lorsqu'on choisit une ce qu'on vous formation? dit, quand vous faites vos vœux et que vous choisissez une classe prépa, c'est qu'ensuite on vous dit que ça s'inscrit dans une liste d'établissements et ensuite vous pouvez aller vous chercher des établissements sur le moteur de recherche. Je précise par exemple sur le moteur de recherche Parcoursup, c'est que vous pouvez mettre un filtre avec classe prépa qui va vous permettre d'identifier que les classes prépa. Ensuite, vous pouvez rajouter au filtre la spécialité, MPSI, PTSI, je ne les connais pas tous, ECG pour les économiques et commerciales générales, littéraires, etc. Et donc, ça vous filtre à travers le moteur de recherche ce qui vous intéresse et ensuite vous sélectionnez vos vœux. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Teillat, pour cette présentation. Je pense que les parents et les futurs bacheliers, qu'ils soient en première ou en terminale, ont obtenu ainsi un certain nombre de précisions.
Vous avez été très clair. Quand il n'y a pas trop de questions, c'est que la présentation est très claire. C'est un très bon indice, donc soyez satisfaits et je vous remercie tous et toutes et je vous dis donc fin mai pour la dernière étape de Parcoursup. Un grand merci à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.